Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. C'est-à-dire que le concept, c'est là, vous êtes dans votre salon. Quoi Vous vous dites oh, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans le monde des comics et de leurs adaptations. Chez les BD. Et là, paf, et ben vous écoutez le podcast. Waouh. Et vous savez. C'est incroyable, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Ben voilà, bien renseigné maintenant. Merci oui. First Print pour ces émissions faramineuses. Mais de rien, Corentin. Ça va? Qui est notre premier auditeur. J'ai essayé de mimer la situation. J'ai bien compris. Du truc. J'ai bien compris. C'était totalement improvisé en plus. Donc ça y est, le cabaret La Loutre Verte nous attend. Pour notre duo, notre fameux spectacle. Le 33 février. Le 33 février à 18h55. Voilà. C'est gratuit, hein, donc venez. En duo, ouais, c'est ça, on vous fait pas payer. Parce qu'on peut pas vous faire payer pour ça. Clairement. Bref. Donc, un Tipeee, ceci étant. Donc, Corentin, arrête tout de suite, parce que voilà, c'est pas parce que. Moi, je sais, avant d'enregistrer l'émission, t'as fait, ah oui, ça va, le programme, il est court, donc tu commences, voilà, tout de suite les bêtises. Mais pas du tout. Pour meubler, tu es un peu le Ikea de ce podcast. Exactement. Donc, nous sommes présents pour vous parler de tout ce qui s'est passé d'intéressant dans les sphères de la bande dessinée américaine et pas que, et de ce qui en découle. Et bien entendu, pour ce podcast, nous adressons un big up à notre sponsor et partenaire Pulps avec ses librairies et boutiques de toys avec plein de laboubou là-bas sur Paris, mais également la boutique sur des Funko Pop sur Bordeaux. Il y a plus de Funko Pop. Mets-toi à la page. Ça y est, c'est fini. Non, c'est fini. On les a battus. Après, je sais pas. Après, peut-être qu'il y en a encore. Mais maintenant, surtout, il y a des laboubous et il y a des mystery boxes. Ça, c'est beau. Et ça, c'est l'avenir du produit dérivé. Il y a les trucs, tu sais, les mystery box aussi pour Snoopy, où t'as différentes petites figurines. Mais en fait, avec des sets. Mais en fait, quand je dis les mystery boxes, c'est au sens large parce que maintenant, c'est toutes les licences qui sont dérivées comme ça et c'est vraiment les produits qui se vendent parce que c'est généralement pas trop cher. Et il y a ce côté hyper gamification de on sait pas sur quoi on va tomber, donc forcément t'as envie d'en prendre 2 au moins pour essayer d'en avoir 2 sur la collection des 6 ou 8, et donc voilà, c'est addictif. Donc le numéro de comment on dit, le numéro là, c'est des centres d'aide aux personnes addictes et tout ça. Voilà, on va vous le donner puisque c'est très dangereux. C'est très dangereux d'aller faire un tour chez le Pulps comme ça. Mais n'hésitez pas quand même à y faire un tour, et surtout avec Pulps.fr, on vous propose chaque mois un Focus Pulps, c'est-à-dire des titres VO en précommande à prix de lancement tout doux. Et donc pour le Focus Pulps du moment, on a quand même quelques super titres à vous proposer, à savoir le Swamp Thing 1989 de Rick Veitch. On a le nouveau... Et Michael Zulli. On a le nouveau Headloper de Andrew McLean. Et on a aussi le titre In Your Skin de Aditya Bidikar et Som. Donc voilà, c'est des super comics qu'on vous propose de découvrir. N'hésitez pas à regarder les liens dans la description. Et bien entendu, on a également un gros merci à adresser à notre First Print Army, les tipeurs et les tipeuses qui nous aident au quotidien pour qu'on puisse faire le podcast sur le long terme. Donc merci vraiment aux 143 personnes actuellement qui nous soutiennent. Et alors je voulais dire, est-ce qu'on a un remerciement à envoyer spécialement? Non, puisqu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui se sont ajoutées depuis le dernier front page. C'est pas grave, mais quand même, tout de même, rejoignez-nous. Mais oui. Voilà. Engagez-vous. On est sympa, on est gentil. Donc on remercie tous et ceux qui nous soutiennent. Et n'hésitez pas à venir rejoindre aussi la First Print Army avec un type ponctuel ou régulier. C'est comme vous le sentez. On aime beaucoup les types réguliers de 1 000 €. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous chante, franchement, voilà, on le place comme ça. Voilà, on le place comme ça, quoi. Base, voilà. On peut travailler là-dessus ensuite. Voilà, Bolloré, si tu veux nous donner 10 millions, on les prend quand même. S'il veut les donner, oui. Oui, on les donne et après on en fait ce qu'on veut. Voilà, on fera plein de podcasts bien wokistes avec. Je filerai un don de 9 millions à une asso antiraciste et voilà, ou un fonds de migrants. Bolloré, allez, envoie l'oseille. Mais non, mais on construit la First Print Tower. Après, dans un second temps, avec le million qui reste. Mais avec 1 million, tu fais pas une tour, t'es ouf toi.
Bah, tu vas carrément faire une tour avec 1 million. Tu vas pas une grande tour, mais tu vas pas aller, mais tu vas pas aller très loin quand même. Tu fais un truc très fin. Ah, mais c'est-à-dire que t'as aucune conscience du prix du bâtiment, toi, décidément. Bon, c'est pas grave. On va commencer tout de suite. 1 million, là, tu peux faire une petite tour de 5-6 mètres. Rien du tout avec 1 million. Un petit 5-6 mètres. Tu construis rien. Il est fou. Une tour en bois, là. Elle va où? 1 million en bois, très haut. On va aller très loin. Allez, Corentin, on va tout de suite commencer avec la partie comics. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire un petit peu au départ? Simplement, on fait un big up à Bliss Edition qui ont une campagne de financement encore en cours pour l'album Blatta de Alberto Ponticelli, une œuvre de jeunesse qu'il avait fait il y a pas mal d'années maintenant, assez sombre, dans lequel c'est une œuvre de jeunesse, c'est pas une œuvre jeunesse. Non, c'est pas du tout jeunesse parce que c'est plutôt sombre et tortueux sur un principe en fait que l'humanité a réussi à trouver le moyen de battre la mort en fait. Et il y a des blattes visiblement là-dedans. Je l'ai pris parce qu'ils étaient au Grand Off d'Angoulême, faut que je le lise puisque Alberto Ponticelli sera également en tournée de dédicaces à travers la France entre le 19 et le 28 février. Donc il passe par Chambéry, Grenoble, Lyon, Paris, Lille et Caen. Donc n'hésitez pas à aller le rencontrer. C'est un artiste italien bien entendu, mais extrêmement sympathique et pas seulement parce qu'il est italien. Donc voilà, et j'espère bien que lors de son passage sur Paris, je pourrai l'accueillir pour faire une petite émission autour de Blatta. Donc voilà, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil au projet et voilà. Oui. On peut passer à la suite, puisqu'il n'y avait que ça pour l'instant du côté des financements participatifs, je crois. Un big up quand même à César Bastos qui lancera bientôt sa maison d'édition. Oui, tout à fait, mais on en reparlera dans le prochain front page. Effectivement, ça s'appelle La Belle Ouvrage. L'idée, c'est de proposer des rééditions de grands classiques de la littérature illustré, enfin avec une très belle fabrication, mais surtout illustré par des dessinatrices ultra talentueuses, et notamment, alors j'ai pas les noms des 3, mais il y a Juliette Brocal qui est en train de faire d'ailleurs une campagne aussi, alors c'est Rutef qui le fait, donc c'est un peu bizarre, mais sur un bouquin qui s'appelle Le Serment des Vipères, qui a l'air complètement incroyable. C'est vraiment, en fait, c'est un peu cette génération de dessinatrices qui viennent de l'animation et qui sont ultra douées. Absolument. Il y a Anaïs Flony aussi qui a fait Rivage lointain chez Combo, qui était une BD absolument géniale, donc je suis très content aussi de l'avoir. Et la 3e, par contre je vais pas m'en souvenir, donc mais c'est pas grave, déjà 2 de tête, oui, parce que là il a rien lui, vraiment, il y avait pas de fiche ni rien, c'est 2 têtes. Bah ouais, parce que je suis le projet, je suis le projet vivante sur pattes, c'est fou. Tu parles. Mais donc voilà, on en reparlera plus en détail, on sait pas, peut-être même que les personnes concernées viendront présenter le projet sur le podcast d'ici peu. Peut-être. Oh là là, peut-être. Je dis ça la personne comme en question serait petite et chauve. Ouais. Très sympathique. Voilà, peut-être qu'elle nous aiderait même à organiser les First Print Awards. Je sais plus qui tu parles. Le monde est si petit, Corentin. Mais du côté donc du reste, qu'est-ce que je pouvais dire encore Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui, si on est un peu dans cette intro où on parle un peu juste de trucs un peu hors sujet, il y a un jeu vidéo qui vient de sortir. On n'est pas du tout dans cette partie-là de l'intro. On est complètement. De toute façon, c'est moi qui. C'est Kern et tu fais de l'escalade et c'est beau et c'est un jeu français. Ça s'appelle Kern, effectivement. C'est un jeu qui est fait par The Game Bakers, qui avait fait Fury et Haven avant. Et donc la particularité de ce jeu vidéo, c'est que c'est à la direction artistique et au scénario, c'est Mathieu Bablet. Donc c'est un jeu d'escalade où on suit une jeune femme qui s'appelle Ava qui veut gravir le sommet du mont Camille, et donc c'est le gameplay, c'est un peu, en fait, on contrôle les membres un à un pour grimper tout au sommet de la montagne. C'est où il faut gérer à la fois sa nourriture, son eau et le froid. C'est plutôt difficile, c'est un challenge assez corsé. Il n'y a pas de Inoxtag qui fait de caméo. C'est un grand héros français. Non. Il y a par contre, vu que la direction artistique, vu que c'est les dessins de Mathieu Bablet qui s'animent et tout, c'est hyper beau de toute façon, avec des panoramas complètement zinzin. Il y a une histoire qui est vraiment riche et profonde, et une OST qui est super cool avec Toxic Avenger qui est dessus. Et voilà, moi je l'ai fini dimanche dernier et j'ai encore les yeux rougis tellement la fin elle est incroyable. C'est un jeu qui fait vivre des pures émotions, donc je vous le recommande. Achetez-le Day One, franchement ça vaut largement l'investissement. C'est vraiment une expérience vidéoludique extrêmement forte, donc je vous le recommande. Oui. Voilà, maintenant on peut passer. Pour les bobos de Arcos aussi, c'est voilà. Pour les quoi? Non, rien, c'est le private joke de grimpeur. Néanmoins, les bobos de Arcos. Tu Google, tu verras. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aussi, pour le plan copinage, on rappelle que nous sommes passés récemment dans l'émission du bon Frédéric Sigrist, spin-off, sur le studio du 7, pour parler de la série Wonder Man. Il a eu la gentillesse de nous accueillir avec Fabrice Fadiga, que vous connaissez bien, qui est un invité régulier des émissions First Print. Donc, allez vous abonner aux émissions du studio du 7 et vous aurez un podcast. Bon, après, on en fera un de notre côté, mais
un podcast qui ce sera bien pas le même dans le fond thématique et politique. Ce sera pas le même et pas avec les mêmes intervenants forcément, donc parce que déjà il y avait pas Splinter, tu vois. Bah oui. Du coup, c'était mieux. c'était moins trash, forcément. Hein. On vous rappelle que quand il y a Splinter, parfois, c'est dur. Ouais. Et c'est pour ça que Splinter n'avait pas été invité à l'émission Agatha All Along. Exactement. Pour une fois. Exactement. Je ne voulais pas de trash dans cette émission. Donc, je disais, du côté de la VF, alors en fait, il y aura un gros point Panini Comics, puisqu'ils ont dégainé leur big news précisément pendant les 10 jours là qui séparaient nos deux front pages. Je pense que c'est une manigance habile de la part de monsieur Aurélien, le community manager. Mais avant ça, quand même aussi une annonce de la part de Morgan, puisque il y avait une annonce qui est sortie dans Publishers Weekly, qui est c'est un peu le livre hebdo, je dirais, en plus concrètement c'est la traduction littérale, Publishers Weekly hebdomadaire, c'est un peu le livre hebdo de l'industrie de la bande dessinée aux États-Unis. Et donc il y avait un papier pour rappeler en fait le deal qui a été signé entre la maison d'édition donc française et Ramvi, Evan Kagel et Anandarka pour leur prochain projet donc qui s'appelle Deicidium. Donc ça le nom a été dévoilé dans le livre hebdo aujourd'hui même, donc j'imagine qu'on peut en parler librement maintenant. Donc là-dedans, il y avait aussi, en fait, ils expliquaient quels seraient les autres titres qui arriveraient chez eux, puisque comme on en a déjà parlé avec Housewood Steinhardt, c'est une maison d'édition qui se dit généraliste et internationale, donc il y aura évidemment de la bande dessinée anglophone à leur programme, mais faut pas s'attendre à ce que ce soit du iComics bis, ce sera des titres peut-être un peu plus poussés graphiquement, un peu plus weird quand même. Après, il y aura probablement des signatures de iComics qui feront le déplacement, comme Ramsey. Je le vois, mais je le vois plus sur des projets de signature de création plutôt que comme des achats droits. Je le vois pas faire Shirtless Bear Fighter 2 par exemple, tu vois, de ramener ça comme il l'avait fait sur iComics avant. Pas pour l'instant en tout cas. Donc le gros projet quand même c'est le THB, Total THB de Paul Pope, chronique de la vie martienne. Tu n'as pas lu THB pour que tu nous présentes. Non, moi je l'ai pas lu effectivement. J'attends avec impatience cette édition. Mais c'est un projet qui a été d'ailleurs récemment réédité en VO, je ne sais plus chez qui, IDW peut-être. Je ne sais plus malheureusement. Non, c'est notre Image Comics. Non, c'était pas Image Comics, c'était, tu sais, il y avait une interview, enfin pas une interview mais une chronique sur Comics Beat qui revenait un peu là-dessus. THB c'est quoi? C'est Total THB de son nom de complet entre guillemets. C'est une chronique effectivement avec des scénettes sur des personnages relativement secondaires dans un futur possible et globalement assez absurde qui brasse de toutes les thématiques. Il y a du film d'arts martiaux, il y a du cyberpunk, il y a du propos social, il y a de la musique, il y a de la simulation de réalité. C'est vraiment juste une rêverie, en fait. C'est presque du comic strip, dans le principe. C'est même presque du bloc BD, entre guillemets. C'est-à-dire que Paul Pope a déversé tout ce qui lui passait par la tête avec ce projet-là pendant qu'il était occupé à travailler sur d'autres trucs, plus construits ou plus narratifs, on va dire. Et ça a donné une grosse série de 5 tomes complets, je crois, qui effectivement n'ont pas forcément de progression narrative immédiate. Il y a des trucs qui reviennent, il y a des motifs récurrents. Voilà, c'est vraiment un truc pour les fans de Paul Pope, en comprenant qu'une bonne partie de son œuvre est déjà disponible en France, de toute façon. Je sais pas exactement comment vous le présentez en dehors de ça, c'est une expérience graphique évidemment, c'est du noir et blanc, et c'est bien. Ouais. C'est une bonne chose. Non, mais en plus, surtout que ça permettra, je l'espère, d'avoir Paul Pope présent en France. Ouais. Ça serait quand même cool. À la question, est-ce que c'est bien? Moi, je préférais, si les gens qui nous écoutent, probablement sont-ils nombreux, ne connaissent pas Paul Pope, peut-être lisez d'abord Heavy Liquid, ou 100%, ou évidemment Battling Boy et Aurora West, qui sont... Est-ce que c'est disponible sans VF, ces trucs-là? Battling Boy a été édité chez Urban il y a un petit moment. Aurora West aussi. Est-ce que ça a été réédité? Ça, c'est une bonne question. Et 100% Heavy Liquid, je sais pas, il me semble que oui, mais après ça date. Et Paul Pope, pour rappel, donc il y a un des grands noms du dessin alternatif, qui est arrivé dans les années 90 pour expliquer un peu la vie à tous les mecs qui faisaient du dessin plus statique, plus classique. Grand fan de Tintin, grand fan de Dune, grand fan de plein de choses, grand mélomane entre guillemets. Il est un peu comme Michael Red, il dessine beaucoup pour rendre hommage à l'imaginaire graphique de ses musiciens préférés. Et Paul Pope, c'est une des influences de Jeff Lemire, de Atsushi Kaneko,
aussi. Si vous avez déjà vu du Atsushi Kaneko, en fait, dites-vous que c'est un énorme plagiat, volontairement, hein, mais c'est un mec qui a beaucoup plagié le dessin de Paul Pope et de Charles Burns. Voilà, c'est simplement l'un des grands réinventeurs du dessin de comics et qui a fait, pour un truc plus accessible, entre guillemets, Batman Year 100, considéré comme un des chefs-d'œuvre de la galaxie des Elseworlds chez DC. Donc, effectivement, c'est un très très gros nom qui est plus pour les BD fils, entre guillemets, ou les BD-vores de style Daniel Close ou Burns. Effectivement, il y a des vraies proximités avec l'œuvre de Burns. Pas au niveau graphique, mais au niveau, c'est ce recoin de la librairie où vous allez croiser vraiment les auteurs complets, alternatifs, qui ne cherchent pas forcément à vous prendre par la main. Et ouais, THB, c'est effectivement une de ses œuvres, à mon sens, les moins accessibles, parce qu'il faut vraiment comprendre et adhérer au délire. C'est pas que ce soit particulièrement touffu ou cryptique, hein. C'est juste que c'est pas narratif comme pourrait l'être, en tout cas de ce que moi j'en ai lu, attention, comme pourrait l'être Battling Boy. Battling Boy, voilà, c'est très facile, c'est très absurde, c'est très manga et tout. Donc, en tout cas, ça fait une belle prise, effectivement, et s'ils peuvent ramener Paul Pope en France, je leur en serais très reconnaissant. Autre bande dessinée qui sera au programme, c'est un truc qui s'appelle Everything Sucks. Donc, pareil, je sais pas si ce sera... De Michael Sweater. Donc, c'est de la BD plus indé, même très cartoon underground, et de la BD de stoner complètement, puisque en gros, c'est quand même l'histoire de personnages donc avec des apparences d'animaux. Très Trondheim. Ouais, complètement. Bah, c'est moi, ce que j'ai mis, c'est que c'est la version un peu trash de Lapino. Mais ça ressemble vraiment, hein, au niveau du graphique. Le héros a vraiment, tu sais, le sourcil unique, façon comment Trondheim se dessine et tout. Et les personnages sont effectivement que des animaux anthropomorphes. Mais c'est pas dit que ce sont des animaux. Ils ont des animaux eux-mêmes. Il y a le héros, un chat, casse-couille à en crever. Toujours ces paradoxes d'univers animalier pour le comme coup, ça. C'est vraiment de la bonne BD. Au départ, ça part d'une idée de Sweater qui était donc le mec qui avait fait... C'était pas Fluffy Night, Puppy Night. Ah, Puppy Night. Bah, Puppy Night que vous pouvez retrouver chez Kinaï. Ouais, et qui est super bien d'ailleurs, pour le coup, si vous aimez les... Il y a d'ailleurs un deuxième album qui sort là, le mois prochain, ou ce mois-ci en février, je sais plus. Ouais. Faut que je fasse un article dessus, mais si vous aimez l'esthétique RPG classique, façon roguelike et tout, c'est super bien. Graphiquement, c'est très joli et tout. Très bien gratté, comme tu dis. Non, gratté, c'est pour le scénario, je sais plus. Bref, c'est très bien dessiné. Voilà. Et après, il avait fait effectivement ce truc-là parce que c'est un mec qui est assez particulier. Enfin, c'est un mec assez déprimé, assez solitaire, qui vit dans la ruralité des États-Unis. Je le sais grâce à Publishers Weekly, ça d'ailleurs, parce qu'il a fait une interview qui était assez passionnante de ce point de vue. Et il s'était donné, parce qu'il fait beaucoup de trucs en auto-édition, il s'était donné pour mission en fait de tenter de reconquérir un peu le secteur des kiosques de librairie, c'est-à-dire qu'il a édité ses numéros, il les a envoyés aux libraires en mode voilà, on va essayer un peu de pas faire de la BD pour Instagram, de pas faire de la BD pour avoir des followers et compagnie, juste faire de la BD qu'un mec pourrait choper au vol en librairie, donc du vrai fanzine à l'ancienne. Et en fait, ça a très bien marché pour lui, dans le sens où c'est sa série la plus longue, je crois, maintenant, ce projet-là. Et effectivement, c'est des scènes quotidiennes, en fait, d'un fumeur de bédo, de sa meilleure pote qui est ultra perché de fou, des nanas qui va croiser en chemin. Alors, le premier numéro est pas forcément très informatif, parce que c'est juste, ils se réveillent, ils veulent un burger. Ouais, voilà. C'est ça. Ça, c'est vraiment du Atlanta dans l'idée. Mais ça part en couille, quoi. La situation part complètement en couille. C'est assez absurde. Et en plus, c'est vraiment, même dans la narration, t'as presque l'impression que c'est des pages de gags, en fait, une page pleine de gags, comme tu peux en trouver dans Spirou, dans les trucs comme ça, quoi. Après, ça a beaucoup évolué. Ça devient plus existentialiste, plus comédie de trentenaire, un peu paumé, en fait, à la fin. C'est effectivement à la Lapino. Très cool projet. Et très, très bien dessiné, à mon sens. C'est vraiment le bon compromis entre la BD comique, comics et la BD européenne, surtout au niveau des couleurs, c'est très très joli. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Non, mais c'est super cool. Moi, j'avais lu Puppy Night. Le premier numéro que je trouve vraiment sympa. Puis t'as vraiment dans la première histoire, cet échange qui me tue. À un moment, il se planque derrière une poubelle. T'as sa pote qui lui fait qu'est-ce qu'il y a? Il y a des flics. Et l'autre il fait non, pire, un adulte qui essaye d'apprendre à skater. Du coup, je l'ai pris très très personnellement. Donc voilà, donc ça arrivera aussi. Donc il y a pas encore de date de sortie, hein. C'est des bouquins qui sont au programme de Morgan. On n'a pas de fenêtre de sortie précise pour le moment, a priori 2026, mais on verra si c'est pas déjà des trucs qui sont peut-être planifiés pour 2027. Et le troisième titre qui est encore dans un autre registre complètement différent, où là on est vraiment plus sur l'approche romance et clairement un petit peu dark romance un petit peu aussi. Non, mais clairement tu sens un peu la vibe. On essaie d'aller surfer sur le succès de Lore Olympus, grosso modo, avec un titre qui s'appelle Clara and the Devil de Olivier Blake et Little Shmura.
Donc Olivia Blake, qui est une romancière à succès aussi, enfin qui a fait, qui est une autrice à succès aux États-Unis. C'est dans le milieu de l'édition cette BD-là, non? Bibliothèque, en fait, c'est une bibliothécaire qui, j'ai lu que un petit peu le début pour voir à quoi ça ressemblait. C'est plutôt joliment dessiné parce que là-bas c'est du webcomic, hein, c'est un truc sur Canvas / Webtoon. J'ai découvert le premier numéro sur Webtoon. Donc c'est assez, tu peux tout lire hein, sur Webtoon du coup en l'occurrence. Ah bon? Il me semble. Ouais. Ok. C'est l'avantage de. Il me semblait que c'était juste une offre limitée sur Webtoon, mais ok. Bah après, si t'es abonné à Webtoon, tu pourras le lire entièrement suivant ton abonnement. Moi, je suis pas abonné à Webtoon, du coup, c'est pour ça. Non, je sais. Non, mais parce que c'est pas forcément un truc qu'on lit beaucoup nous de notre côté. Mais en gros, elle est bibliothécaire. Puis à un moment, il y a un jeune homme ténébreux qui arrive et qui lui demande juste une carte. Et quand on lui demande son nom, il lui dit ouais, c'est Nick comme le diable. Et en fait, je suis le diable. Et elle le croit pas forcément. Puis en fait, plus le type s'immisce dans sa vie, plus en fait, clairement, il a l'air d'être vraiment le diable en l'occurrence, en jouant sur le pouvoir, la séduction, les trucs comme ça. Donc voilà, c'est bon. Clairement, c'est pas forcément. Un peu du 50 Shades of Grey sans décor. Et sans, je sais pas s'il y a du. C'est vrai que je sais pas s'il y a autant de cul que dans 50 Shades of Grey. C'est de la peinture, enfin c'est de la fausse peinture, parce que c'est resté dessiné en numérique, mais c'est de la fausse peinture assez jolie avec des fonds effectivement qui sont vides pour la plupart, mais il y a quand même une façon d'occuper l'espace avec les cases de narration et un choix de police d'écriture aussi qui rend le truc peut-être plus digeste pour un lectorat, on va dire, généraliste. Non, ça marche pas. Parce que je dis si peut-être plus digeste, tu dis pas à quelqu'un, peut-être plus dit ça, tu vois. Bah non, ça se dit pas en fait, frère. Ça se dit pas. Donc voilà. Enchaîne. Ferme ta gueule. Quelle violence. Par contre, c'est effectivement, oui, ça fait très, tous les stéréotypes de la dark romance. Et en plus, sur le milieu de l'édition, de la littérature et tout, bon, voilà, c'est toujours, il y a une obsession. Après, justement, c'est le truc qui peut se démarquer. De bibliothécaires, d'éditrices, de libraires et tout. Bon, j'avoue que mais après, il faut pour tous les publics. Mais c'est ça, en fait. C'est surtout ça la démonstration, en fait, de ce problème. C'est que les trois titres n'ont absolument rien à voir entre eux. Et j'imagine aussi que même en termes d'édition, les trois bouquins n'auront pas du tout le même format. Parce que clairement, ça se travaille. Enfin, là, tu peux pas les faire, dans le même type de bouquin pour chacun d'eux. Donc, on verra bien, en fait, à quoi ça ressemblera en VF, quand ça sortira. Mais c'est sûr que nous, on est plus clients sur le principe de Paul Pope et de Everything Sucks. Encore que. Mais, moi, j'aime beaucoup l'œuvre de Maria Iobette, qui se rapproche un petit peu de ce genre de choses. Oui, et puis moi, mon manga préféré. Jeune ingénu, tombe dans les bras d'un pervers manipulateur, démoniaque, sexe et violence, sorcellerie, etc. Moi, dans l'idée, je suis pas opposé au projet. Ouais, je pense que c'est quand même moins sexe et violence. Je sais pas, faudra que je poursuive peut-être sur le webtoon, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est assez long. C'est une série assez longue, hein, qui a le succès de l'autre côté des États-Unis. Donc, on verra si ça sera reproduit. Oui, mais moi, un de mes mangas préférés, c'est Is de Masakazu Katsura, qui est de la pure romance, en fait. Hein, donc, c'est pas non plus un registre qu'on n'aime pas, quoi. De toute façon, vous connaissez notre motto, c'est la curiosité avant tout. Donc, et l'amour aussi. Ça arrivera chez Morgan. Quand ça arrivera, on en reparlera bien entendu dès qu'on aura des dates de sortie. Et donc maintenant, c'est le moment où pendant une demi-heure au moins, on va vous parler que d'annonces de Panini Comics. On va pas essayer de tout. Alors voilà, on vous renvoie Émile et Aurélien, que vous avez déjà eu dans le podcast, sont passés sur la chaîne YouTube de Julie Nico pour faire une tier list de leurs propres annonces. Et donc, en mettant quand même un tiers c'est naze, donc ils assument que certains des bouquins sont pas ouf. Lucide. Donc ça c'est rigolo. Mais nous on va essayer de faire moins long parce qu'ils ont fait un débrief de 3 heures et nous n'avons pas. Tu me lises tous les titres et je te dis c'est bien ou c'est pas bien. Ouais voilà, c'est ça. Et nous n'avons pas 3 heures devant nous. Alors dans l'ordre qu'on s'est noté, d'abord il y a pas mal de 100% qui arrivent, avec quelques titres qui ont l'air ma foi plutôt intéressants. Donc ce sera pas forcément peut-être le cas de Amazing Spider-Man Torn, qui est donc une nouvelle mini-série nostalgique de Jean-Michel Straczynski. Effectivement, avec un graphisme dont j'ai oublié malheureusement. Là, tu vas faire beaucoup, parce que je me souviens pas du tout des dessinateurs et des dessinatrices. Ah ouais, t'arrives pas à le faire de tête comme moi je l'ai fait avant pour La Belle Ouvrage. Non, je sais pas pourquoi. Après, il y a peut-être plus de noms, entre guillemets, plus difficiles à retenir chez les artistes, du moment, dans la mesure où c'est, Straczynski, on connaît, tu vois, son nom, on a eu 20 ans pour c'est Pera Pérez. Ah, c'est Pere Pérez. Pour le coup, je trouve pas ça très joli pour autant. Comme quoi, tout le monde peut faire de tout et rien dans la vie. C'est effectivement une série qui se passe pendant les années fac de Peter et Mary Jane et Harry. Il y a un artefact démoniaque. C'est Spider-Man contre les démons, grosso modo, avec un nouveau personnage ou un ancien, je ne sais pas, je me souviens pas de comment ça se passait à l'époque, qui est possédé par un démon et combat, amitié, nanana. C'est pas terrible.
Ok. La Black Cat de J. Willow Wilson. C'est pas mal. Graphique. En plus, pour le coup, l'artiste, je connais vraiment, et ça me, putain, mais c'est un truc de fou, quand même. Black Cat de J. Willow Wilson, c'est Black Cat qui, donc, échappe, d'aucuns aimaient bien cette période-là, mais il fallait bien changer un jour. Et échappe au contrôle de Jed MacKay, qui n'a plus le temps, avec tout ce qu'il a à faire chez Marvel. Ça faisait quelque temps que le volume de Jed MacKay c'était terminé, quand même. Ouais, mais il y revenait par-ci par-là, tu sais, il avait réussi. Oui, il y avait Black Cat dans les Avengers. Oui, il y avait des team-up un peu nuls, là. On sent que Marvel a eu du mal à lui faire lâcher les commandes. C'était donc Gleb Melnikov, ouais, voilà, Melnikov, voilà, qui fait plutôt un beau travail. Si vous aimez bien le trait un peu puffy à l'ancienne, un peu cartoon avec les gros biscottos et les formes arrondis qui vont bien et tout. Black Cat, effectivement, revient à New York, réalise que Peter Parker, après le combat contre le vilain du premier arc, Hellgate. Merci, Hellgate de Joe Kelly, n'est plus forcément en état de mener la justice. Et par fidélité, par amitié ou par sens du devoir, elle décide de devenir elle-même une justicière elle va tomber entre les pattes de Tom Stone, qui lui continue à vouloir être un peu le parrain à la place du parrain. C'est plutôt rigolo, c'est sympa, ça fait vraiment très années 2000. Simon a l'air de s'amuser. Wilson a l'air de s'amuser, désolé. Wilson a l'air de s'amuser, c'est pas du tout au niveau de ce qu'elle fait à côté chez DC, on va dire. Mais bonne lecture à mon sens. On est très nombreux à être fans de Black Cat. C'est un peu comme Zatanna, tu vois. C'est le genre d'héroïne où on sait pourquoi on paye. On sait qu'il y aura un petit côté flirt, un petit côté action-aventure, un petit côté bande de potes et tout. Voilà, ça correspond très bien à la formule. Ça n'a pas besoin d'avoir lu le Spider-Man de Joe Kelly pour rentrer dedans, je vous rassure. C'est plutôt sympa graphiquement. Voilà. Ouais. Et donc le Eric Larsen, le Spider-Man noir d'Eric Larsen et Andrea Broccardo. Andrea qu'on a vu sur des titres Alien avec Dick Lynch, elle avait de mémoire, il me semble. Avant. Grave. Au niveau dessin, c'est pas exceptionnel. En tout cas, ça correspond pas exactement au niveau de qualité auquel on s'est habitué avec les séries Spider-Man noir, qui avaient quand même Di Giandomenico et Juan Ferreira auparavant. Néanmoins, le scénario est sympa. C'est vraiment Larsen qui veut rendre hommage en fait au côté détective privé. Ça reste très action. Il y a un propos par rapport, un petit peu comme le Captain America Straczynski. Tu vois, pour le coup, on te parle encore une fois des nazis et de comment, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un parti nazi aux États-Unis. Donc c'est comme Straczynski, Larsen qui a connu des temps où il y avait moins de nazis en activité aux États-Unis dans le présent. Parce qu'il s'agit de ça, hein, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Et qui se préoccupe un petit peu de quelles sont les origines du mal. Il y a à côté d'autres personnages à pouvoir qui sont impliqués. Il y a Gwen Stacy qui est là, qui est introduite dans l'univers noir. Peter est toujours détective. Il y a toujours Mary Jane. Ça fait vraiment très bien le boulot. Si vous avez aimé la saison de Archer, où Archer est amnésique et se retrouve dans le monde justement des années 40 du film noir et tout, c'est du même tonneau, on va dire, au niveau action, commentaire politique, clin d'œil. T'as vu, c'est Gwen Stacy. Ah mais oui, je connais Gwen Stacy. C'est elle qui se fait tuer par le gobelin. Ah bah là non. Et voilà, c'est un bon multivers. Larsen s'amuse. Ça a jamais été un grand scénariste, hein, Eric Larsen, on le sait. Là, c'est du mainstream propre. Il fait ce qu'il a à faire et on est content. Très bien. Là, je n'exclus pas de l'acheter. Ah. Parce que j'ai une folle passion pour Spider-Man noir. Oui. Et on se rappelle que la série, normalement, arrive là, tout bientôt. Cette année, ouais. Donc, il y aura peut-être plein de rééditions aussi, peut-être, pour les vieux. Pour moi, ils ont déjà fait leur forme finale parce qu'ils ont réédité Spider-Man noir en poche avec un gros album qui comprend les deux premières mini-séries plus celle avec Juan Ferreira. Oui, donc, t'as pas tort, effectivement. T'as pas tort parce que c'est Spider-Man en plus, donc t'as pas tort. Ça. Mais effectivement, donc c'est une bonne chose de l'avoir faite maintenant, que le personnage va trouver un peu d'authentissement. Mais justement, il y a autre chose qui arrivera cette année en termes de Spider-Rie. C'est un film qui s'appelle Spider-Man Brand New Day. Donc, le grand retour, le 4e film avec Tom Holland dans le rôle principal. Donc, bien entendu, une telle sortie s'accompagne en termes de bouquins. Et donc, comme ils ont fait 4 poches spéciaux Fantastic Four l'an dernier. D'ailleurs, il faudra qu'on parle... c'est des poches qui se sont très bien entendues, notamment les 2 poches du run de Wade et Wieringo, en fait, sont parmi les poches qui ont le mieux fonctionné l'année dernière. Ouais. Je viens juste de me rappeler qu'il fallait qu'on parle du top des ventes, mais on le fera à la fin de la partie comics, écoute. Mais donc, ils font pareil, là, ils font des poches spéciaux sur Spider-Man. Alors là, techniquement, il y a quantité de récits sur Spider-Man à sortir. Ça fait plaisir, hein, ceci étant. Et donc, qu'est-ce que tu penses de la sélection, puisqu'on a donc le lancement de la... Ça, c'est plutôt cool, je pense, parce qu'après avoir fait le run de Straczynski en poche, ils vont
Ils vont faire le run la suite, de slot. Avec le run de slot, ce qui va nous occuper pendant pas mal de tomes, mine de rien. Ils ont dit 7 tomes, je crois, pour, en fait, ils relancent donc une nouvelle série en poche qui est Spider-Man Brand New Day. Donc, qui effectivement reprend la première période. Le Big Time, c'est avant, il me semble. Mais, donc, c'est la première grosse lame de fond du volume de Dan Slott dans lequel il s'installe. La continuité a été remise à zéro. C'est du Spider-Man très classique. Web slinging, villain busting et wall crawling. Enfin voilà, c'est vraiment le quotidien de Peter Parker dans New York avec le bar des vilains, celui qui a la tête de 8-Ball et tout, des nouvelles menaces. Et à nouveau, voilà, c'est compliqué aujourd'hui d'en parler avec nostalgie parce qu'on sait vers quoi ça a mené, et que beaucoup de gens se sont sentis un peu piégés dans le run de Slott au final. Néanmoins, c'est vrai qu'à l'époque, Brand New Day, pour des gens comme moi qui avaient le Deluxe Panini, c'était plutôt une bonne période pour les premiers temps. Et donc ça fera 7 tomes effectivement. Je sais pas jusqu'où est-ce qu'il compte aller, parce qu'on quitte quand même assez vite l'expérience Brand New Day pour rentrer dans une sorte de normalité qui durera très longtemps ensuite. Parce que ça fait tout. Est-ce que ça fait l'ensemble de 100 Parce que si c'est des tomes à chaque fois de quasiment 300 pages en 7x3, 7x300, 2100 pages. Ça fait quand même pas mal de numéros. Mais je sais pas si ça réussit. Ça ferait parce que c'était quasiment numéros. C'était quasiment. Il y a beaucoup plus que ça. Ouais, il y a plus, parce que ça fait il y a plus de 10 ans d'histoire. Bah, c'est ça, donc, non, mais ça doit se fermer. Ouais, c'est ça doit se fermer peut-être effectivement sur. Et après, ils relanceront une nouvelle collection avec un Superior Spider-Man. Oui, c'est ça. Qui pourra prendre tous les numéros, parce que c'était quoi? C'était 30 numéros, je crois, Superior? Un truc comme ça. Bah, 30, du coup, ce sera au moins 2 ou 3 tomes quand même, mais oui, c'est vrai qu'ils peuvent découper les périodes pour éviter d'avoir des séries trop à rallonge. De la même façon, tu vois, que Ultimate Spider-Man, ils se sont arrêtés au tome 11 pour, jusqu'à Ultimatum, et que, bah, s'ils doivent poursuivre la suite, ils feront un autre volume pour prendre juste la vraie mort de Parker et la suite avec Miles Morales, quoi. Ouais. Donc, j'imagine que c'est comme ça qu'ils font leur découpage pour qu'il y ait quand même des autres points d'entrée qui puissent se manifester, parce qu'effectivement, si tu fais tout le run de Slott, bah il y en a pour 50 tomes là. Voilà, c'est ça, c'est donc bon, voilà, collection Hachette à ce stade. Ils sont pas fous, ils vont pas non plus, voilà, effectivement proposer des tomes 13 dans une collection poche, parce que c'est pas le but de la collection. Donc parmi les autres, ceci étant, encore une fois, je sais que c'est plus du côté du roman poche que ça regarde, mais dans les mangas, il y a des tomes 50, 60, 111 pour One Piece. Oui, mais c'est pas pareil. 285 pour Hajime no Ippo, tu vois, donc non, mais tu as raison, c'est pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'un jour, on en finira par en arriver là. Hein. Non, mais parce qu'il y a ces barrières, il y a ces barrières mais tu te dis pas quand ils relanceront le Spider-Man de Dan Slott avec la période Spider-Man, c'est Spider-Verse bidule là, on en sera au 5 fois le tome 1 de Spider-Man par Dan Slott. Du coup, la mécanique se sera répliquée par rapport au tome. Mais non, mais parce que ça s'appellera Spider-Man Spider-Verse, ou je sais pas quoi. Là, tu vois, là, ça s'appelle Spider-Man Brand New Day. Donc, c'est la série Spider-Man Brand New Day, elle fait 100. Et après, c'est Spider-Man. Il faut une chronologie dans ces tomes-là. Il y a une frise, il y a pas un arbre de lecture ou... Non, je crois pas, non. D'accord, dommage. Non, t'as juste un titre de série, une tomaison classique, c'est tout. Dommage. Voilà. Ensuite, du côté des one-shots, parce qu'il y aura plein de récits complets, on a Spider-Man Black Cat, l'enfer de la violence de Kevin Smith et Terry Dodson. Ouais. Spider-Man, le dernier combat de Mark Millar et Terry Dodson également. Attends, une chose à la fois. Oui. Fripouille. Alors, Spider-Man, l'enfer de la violence, mes genoux, c'est Spider-Man Black Cat, Evil That Ben Do, qui est considéré comme l'un des indispensables, sinon le indispensable, sur Black Cat, par un Kevin Smith qui à l'époque était encore en train de jouer avec Marvel. Il y a eu un problème de publication entre le numéro 3 et 4, c'est une histoire qui est assez connue, mais au global, normalement Kevin Smith devait faire cette série-là et le Spider-Man Marvel Knights. Il y a eu un conflit de contrat, et en définitive, du coup, il y a eu une grosse rupture tonale au sein de la série. Ben, c'est pas gravissime. C'est Spider-Man qui enquête sur la disparition d'une nana, et il y a un nouveau trafic de drogue, je crois, ce qui fait que Black Cat se retrouve prise dans l'équation. C'est très drôle, c'est très années 2000 encore une fois, c'est très joli, c'est pas encore le Terry Dodson qu'on a aujourd'hui, c'est pas encore un Terry Dodson qui est copié-collé par Adam Hughes. Vraiment un bon projet, à mon sens trop méconnu, parce que Black Cat a pas forcément la place que Catwoman a chez DC, on va dire. Donc voilà, c'est cool de le rééditer, celui-là je pense que je le prendrai aussi pour Océane, qui aime bien Black Cat. The Last Stand, du coup, tu me disais, le dernier combat, pardon, c'est pas The Last Stand, c'est Spider-Man Marvel Knights, en fait, ouais, c'est ça, tout simplement. Alors, de mémoire, je m'en souviens plus de celui-là. De quoi il s'agit, Arnaud? Oui, si, c'est Aunt May qui se fait enlever.
Et Spider-Man va chercher le bouffon vert, enfin Osborn qui est en prison à ce moment-là, pour lui demander conseil. Et il y a un vilain qui est un nouveau vilain qui est enlevé Tante May, pardon. Je m'en souviens plus trop, pour tout te dire. Ouais. Après, c'est un travail de Mark Millar, donc est-ce que c'est quelque chose Bah, je sais pas. Contre lequel tu aurais des remontrances particulières? Bah non, à l'époque, j'aimais bien ce que faisait Mark Millar, mais là, en l'occurrence, je m'en souviens juste pas parce que je peux pas non plus tout me souvenir. Ah là là, bah c'est terrible cette mémoire. Vas-y, parle-moi, toi, regarde. Bah non, moi je l'ai pas lu. Monsieur Mark Millar, là, son avocat de service. Je suis pas son avocat, c'est gentil. Faudrait qu'il me paye pour ça. Et il me paye pas. Ouais. Bien triste. Non, et du coup, il faudra se replonger dedans et on en reparlera quand ça sortira. Écoute, là, c'était pas extraordinaire. J'imagine que l'intérêt, ça vient surtout de la présence de Terry Dodson et de Frank Shaw au dessin. Oui, et c'était plus violent aussi, c'est plus adulte, c'est vraiment. Maintenant, c'est du Marvel Knights, hein, New York sous la pluie et tout, mais bon, Frank Shaw. Et Terry Dodson, pareil, c'est pour ça, en fait, c'est parce qu'il devait aussi, donc Kevin Smith devait faire cette série-là avec Dodson, et finalement, ça s'est pas fait, donc Frank Shaw avait repris les commandes, et Mark Millar avait piloté l'écriture. Je vous avoue, je vois assez peu souvent citer ce projet dans la liste des trucs vraiment importants à lire de Mark Millar, peut-être parce que voilà, il était occupé sur autre chose à l'époque. Mais ouais, non, je saurais pas trop. Peut-être dans les commentaires, dites-nous si ça vaut le coup pour aiguiller vos copains et vos copines. Les deux autres qui ont été annoncés, ça c'était plus facile puisque tout le monde les a lus. C'est vraiment le cycle final des cycles de réédition de Panini, puisque on a le Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Zdarsky et Mark Bagley qu'on a beaucoup déjà abordé au fil de ces déjà nombreuses rééditions par le passé, parce qu'il avait fait une sortie en 100%, une réédition Prestige. Là maintenant, je me demande s'il a peut-être pas fait un must-have entre-temps, et puis maintenant, voilà, la forme finale, c'est le poche. Donc, alors qu'il n'était pas nécessaire de l'acheter une première fois déjà. Donc c'est vrai que toi, tu l'aimes pas, c'est toujours curieux depuis le début, tu ne l'aimes pas. C'est une bonne BD, et personne n'arrivera à me faire changer d'avis là-dessus. Non, mais par contre, c'est une BD c'est du Kurt Busiek écrit par un adolescent. Je suis désolé. Mais tu me fatigues. C'est facile, cette BD, elle est facile. Et je n'arrache rien à ceux qui l'ont adoré, qui ont pleuré devant et compagnie, y a pas de souci. Alors pleurer devant, non, mais en tout cas, il y a eu énormément de lecteurs qui ont apprécié cette histoire. Vraiment beaucoup. Ça a été un très gros succès lors de sa sortie. Il était dans le top, justement, dans le top des ventes lors de son année de publication initiale. L'idée, c'est de faire vieillir Peter Parker de décennie en décennie, comme si le temps s'écoulait comme dans notre vraie vie. Et c'est une façon de faire un peu une synthèse des grands événements de l'histoire de Spider-Man en comics, voilà, sous ce prisme, avec Mark Bagley au dessin. Moi, je trouve que c'est moi j'aime. Qui a déjà été fait par James Robinson chez DC accessoirement, mais ça c'est pas gravissime. Ah attends, je crois. Ça y est, on a ce connard de Gatekeeper qui revient. Voilà, il nous avait manqué, il nous avait pas manqué. Plutôt. Non, mais en vrai, il est là. Voilà, les covers sont sympas. Voilà. Les covers de. Et Bagley, je trouve qu'il est pas très en forme sur ce projet. Après, c'est un de ses derniers projets à dessiner, donc c'est plus la forme de. Après, moi, je le trouve moins désagréable que sur certains numéros, justement, des Ultimate Spider-Man de l'époque. Donc, chacun verra midi à sa porte. Mais, pour qui connaît, je trouve en fait qu'il y a quelque chose d'assez amusant parce que c'est une bonne porte d'entrée en fait pour les gens qui connaissent pas Spider-Man, parce qu'en fait c'est pas du tout difficile, le concept se suffit à lui-même et que c'est assez facile d'accès. Mais pour celles et ceux qui ont lu déjà pas mal de Spider-Man, il y a un vrai jeu un petit peu de voir comment Zdarsky réussit à incorporer vraiment les grands classiques en termes d'événements dans ce qu'on connaît de l'histoire de Spider-Man, et comment il arrive à les incorporer dans cette trame où il vieillit vraiment de A à Z. Donc non, je trouve que c'était un exercice qui était franchement plutôt agréable et assez réussi, sans pour autant lui donner effectivement un statut d'œuvre ultra culte qu'on a un peu l'impression que. Tu connais Superman Space Age? C'est vachement bien en fait. Le Space Age, mais ça a rien à voir. Enfin. Ah si, c'est temps réel aussi, parallèle avec le politique des États-Unis en parallèle aussi. Voilà, c'est. Après, Michael Red, moi je préfère Michael Red à Mark Bagley, tu vois. Non, mais en plus, je veux énerver personne. Je n'ai pas de grief contre cette BD. J'ai juste pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait un tel engouement, à mon sens. Mais de la même façon, tu connais. À mon sens, Kevin Smith sur Black Cat, c'est mieux que ce projet-là. Et les gens pourront faire leur choix en tout cas. Et le dernier, Je vais me faire tuer dans les commentaires pour avoir dit ça, mais c'est pas grave. Non, mais chacun a le droit de son mauvais goût aussi. Hein. Exactement. Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Bon. Je connais pas ça. C'est quoi? Je sais pas, c'est par Jean-Marc Desmatteis du coup et oui, et c'est le pote de Jean-Michel Straczynski. Ouais. C'est ça. C'est la confrérie des JM. Oui, non mais c'est bon, on va pas encore à chaque fois en parler. J'ai l'impression qu'on en parle une fois par an, parce qu'en fait il est réédité une fois par an, donc il faut on en reparle à chaque fois. C'est ça, avec l'année dernière c'était quoi? C'était un must-have?
Et avant, il y avait le Printemps des comics, enfin oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais vraiment, celui-là, c'est ouais. Sergei Kravinov se sent vieillir, décide d'affronter Peter Parker pour la dernière fois. Duel psychologique plus que physique. Il y a comment il s'appelle, Weasel, je crois, je sais plus comment il s'appelle, la créature qui est dans les égouts, qui fait de la merde, qui fait différents meurtres, qui agit de la police. Il pleut, costume noir. Kraven tombe dans une piscine d'araignées, il les mange toutes, c'est super stylé, c'est hyper cool. À la fin, il y a un coup de fusil. Spider-Man, il est pas mort en fait, il sort de la tombe, incroyable. Et en fait, à la fin, Kraven, ça va pas fort, quoi. Vous connaissez cette histoire, vous l'avez déjà lue. Si vous l'avez pas encore lue, allez-y, foncez, offrez-la. Ça peut plaire à des gens qui aiment bien tout ce qui est un peu Bresson. C'est considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre de la Maison des Idées, l'une des rares productions de cette époque à avoir tenu la dragée haute à ce qui se faisait chez DC en termes de Dark Age. C'est bien, c'est de la bonne BD. Du côté des omnibus, on en a aussi quelques-uns qui ont été annoncés. Il y a notamment un spectaculaire Spider-Man par toujours ce même Mathéis et le regretté Sal Buscema. Buscema. C'est Buscema plutôt, mais effectivement, alors c'est la série spectaculaire Spider-Man. Deuxième période, puisque techniquement, il y avait déjà, Buscema était déjà là au lancement du premier spin-off Spectacular Spider-Man, qui était au départ un autre projet qui a finalement été muté pour devenir une série parallèle à Amazing Spider-Man. C'était Kurt Swan, je crois aussi, qui avait repris Jerry Conway qui écrivait les scénarios. Et après, bref, deuxième période, Buscema était revenu pour travailler beaucoup avec Mathéis. Une période que je n'ai pas lue, moi, personnellement, donc j'aurais du mal à vous dire si c'est bien. En théorie, c'est souvent listé comme un des meilleurs projets de la carrière de Buscema et Mathéis. On a souvent parlé en disant que il était très content de ce duo qu'il avait formé avec ce vieux copain. Le hasard fait effectivement que ça tombe en parallèle de la mort, entre guillemets, de Buscema qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Mais c'est vraiment un pur hasard, dans le sens où il y avait déjà cet omnibus-là qui était édité aux États-Unis et qui reprend précisément les années 91 à 94. Donc on est un peu avant la saga du clone, en comprenant aussi que Buscema lui était revenu en 88. Donc beaucoup de fans s'étaient interrogés sur pourquoi il n'y avait pas la période 88 à 91 avant. Mais c'est simplement en fait que on parle plutôt de volume de Mathéis et Buscema et pas juste de Buscema. Encore une fois, l'artiste n'était pas encore mort quand ce projet-là a été signé avec Marvel aux États-Unis. Donc de fait, voilà, c'est oui, et même sur le planning, plus tard, on aura sûrement des albums plus complets pour rendre hommage à Sal Buscema, peut-être chez Act 4, peut-être en artiste édition et compagnie. Pour l'instant, là, il s'agit plus vraiment de continuer à compléter les trous de la grande bibliographie Spider-Man en omnibus, avec Spectacular qui est souvent cité comme étant, avec aussi Web of Spider-Man et Spider-Man de Michelini, l'une des grandes lectures périphériques à Amazing Spider-Man. Et puis voilà, Mathéis tout seul, comme on l'a dit, un chasse de Kraven c'est lui, le clone c'est lui, enfin il a quand même fait beaucoup pour la bibliographie étendue du monde arachnéen. Et donc dans les omnibus, on a aussi du Jason Aaron qui va être mis en avant, puisqu'il y a à la fois un omnibus de son Ghost Rider, et avec pas mal d'inédits là-dedans, et aussi même un omnibus qui compile l'ensemble de son passage sur Jason Aaron. Alors Jason Aaron par Jason Aaron, c'est l'histoire d'un grand barbu qui écrit des comics. Exactement. C'est un peu chiant par contre. Voilà, mais donc dans Conan le Barbare, mais avec aussi la série de Jim Zub, donc Serpentor. Non, Jim Zub, il avait repris Conan après, en fait, après Jason Aaron. Donc, en fait, ils compilent les deux. Ils font Conan par Aaron et Zub. C'est les séries régulières de Marvel. C'est la série régulière de Marvel à l'époque. Et King Thor aussi, qui est dedans. King Conan qui est dedans. Ouais. Donc, c'était la mini-série en 6 numéros qui servait à conclure un peu la période Marvel. 4 plutôt, je crois. Mais... Non, 6. Conclusion est d'ailleurs très factice, parce qu'en fait, il ne s'y passe pas grand-chose de significatif. Mais c'est normal, il n'y a pas de fin au mythe de Conan, donc mécaniquement, Aaron n'allait pas en créer une pour le plaisir. Alors, le Ghost Rider, écoutez... qui a bonne réputation. Tant mieux pour lui. Le Ghost Rider, effectivement, c'est Aaron qui, à l'époque, était signé chez Vertigo, qui faisait Scalped, et qui avait fait The Other Side aussi, qui est une BD sur la guerre du Vietnam. Très très bonne. Ceci étant, si vous arrivez à la lire, foncez. Publié chez Urban, de mémoire. Peut-être. Oui. Il y a longtemps. Tout à fait. Ensuite, effectivement, Axel Alonso va repérer Jason Aaron. Axel Alonso, qui est pas encore le grand commandant, qui va repérer Aaron et le signer en exclusivité pour les formats super-héros. Il fera du Wolverine, il fera la mini-série Secret Invasion Black Panther, et il fera donc du Ghost Rider, en compagnie de Phil Noto en partie,
mais les artistes changent beaucoup en fonction des arcs, donc ça c'est un peu relou. Surtout qu'il arrive sur la série en cours, il la démarre pas. Ouais. Et alors là, à ce moment-là, il nous explique qu'il y a un ange qui s'appelle Zadkiel, qui s'est associé avec Lucifer, l'étoile du matin, pour conquérir le paradis. Et c'est un propos assez subversif sur l'idée qu'en fait, le paradis, un peu à la Garcenis, le paradis et l'enfer, en fait, c'est kiff, et voilà, Todd McFarlane. Le paradis et l'enfer, c'est kiff, c'est qu'une lutte d'ego, en fait, depuis le début, et que l'esprit de la vengeance, en fait, dans le grand plan biblique, qui a été monté au départ pour dire, voilà, en fait, l'esprit de la vengeance, c'est le bras armé de Méphisto qui est censé être Lucifer dans l'univers Marvel. On se rappelle, normalement, Méphisto, c'est le vrai diable, mais par moment, Marvel se rappelle quand même que il y a un vrai diable derrière le vrai diable. Globalement, en fait, on te dit que l'esprit de la vengeance, c'est un agent qui est un peu plus neutre et qui donc, en fait, est le seul capable de garantir la paix, ou plutôt d'empêcher une guerre entre Zadkiel et Jéhovah. Il y avait Tétragramme et compagnie. Alors ça va assez loin, c'est pas mal. Il y a beaucoup de côtés très américains, très les petites villes, les nonnes combattantes, un guerrier qui se laisse pousser les cheveux pour avoir la force de Samson et tout. Si on aime bien le métal, si on aime bien la tartinade, si on aime bien aussi les années 90, parce que c'est très proche de Spawn, très proche du Ghost Rider des 90s aussi. C'est du bon travail. C'est pas encore le Aaron final, parce qu'il a pas la triple narration comme il fera ensuite. À mon sens, le vrai Aaron arrive plutôt avec Thor. C'est là qu'il trouve vraiment sa formule dans les mondes de super-héros. Néanmoins, c'est cool de voir Panini le compile. Et a priori, il y a tout au même endroit, puisque c'est Ghost Rider 24 à 35, un truc dans le genre, plus la mini-série. Et ça porte un nom, c'est The War for Heaven ou... Non, c'est Heaven on Fire. Heaven's on Fire. Ah ok, bah voilà. Je passe ce nom-là, mais bref, du coup, effectivement, c'est Eyad Aniketch, j'ai oublié de le préciser, qui lui est manipulé par Zadkiel pour éliminer des cibles aux États-Unis. Voilà, en tout cas, c'est bien, a priori, vous êtes tout au même endroit, et si vous êtes complétiste de Aaron et que vous êtes fan de Ghost Rider, bah voilà. On aura également... Et Conan, il y a mieux à lire chez Conan, enfin chez Panini, en termes de Conan. Lisez, notamment les Savage Sword of Conan. Voilà, lisez les Roy Thomas, lisez les Barry Windsor Smith, lisez les John Buscema, lisez les Sal Buscema, lisez aussi la période Kurt Busiek chez Dark Horse, je crois qu'ils l'ont. Il l'avait fait en omnibus avec Carrera, voilà. Ouais. Très honnêtement, c'est pas que mon avis, parce que moi je suis pas un expert de Conan le Barbare. Si je me fie aux pages de Reddit, aux podcasteurs de Conan et compagnie qui ont jugé ce volume, d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme au début, parce qu'il y avait une envie vraiment de repartir à la base, à la racine même de Conan, les variantes qui faisaient très Frazetta et tout, enfin les covers d'ailleurs, très Frazetta et tout. Au bout d'un moment, en fait, ça n'a plus de direction, ça devient un peu qui est Conan selon Jason Aaron, et il trouve jamais vraiment de réponse à ça. En fait, pour lui, Conan, c'est un point d'interrogation, jusqu'à King Conan, en fait, où on t'explique que il y aura jamais de fin, il y aura jamais, c'est un reflet de son scénariste, grosso modo, et il n'y a pas de vraie identité. Donc c'est à la fois très généreux, mais ça raconte rien. Asrar est très fort, mais en même temps, Asrar il est meilleur en peinture qu'en crayonné de nos jours. Donc ouais, moi j'avoue, je n'en retiens pas grand chose. Et en global, je suis quand même assez content que Marvel ait perdu les droits. Oui, la période Conan par Marvel était globalement assez décevante au final. Bah oui. Avec les Savage Avengers. Les Serpentoirs, mais Serpentoirs, ouais, c'était pas mirobolant. De ce que je lis, les fans de Conan, enfin les Conanophiles sont plus fans de ce que Titan propose aujourd'hui. Ça a l'air plus proche de l'esprit original, quoi. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait aussi pas mal de Punisher qui étaient annoncés, avec notamment le Marvel Knights of the Punisher de Jimmy Palmiotti et Dan Panosian, et le Punisher Redburn qui se lance de Ben Percy. C'est bien, moi je préfère le Marvel Knights. En l'occurrence, surtout, alors, Panosian, on a parlé de ses couvertures qui seraient de l'IA décalquée, etc. Une fois que vous avez cette idée en tête, c'est compliqué de voir les couvertures et de pas se dire, ah oui, effectivement, toi qui déconne. Néanmoins, en crayonné, c'est un artiste qui est très très fort. Il fait vraiment du très très beau crayonné, surtout si on est fan justement de l'époque Marvel Knights de l'époque, un peu à la Goran Parlov, avec des structures assez réalistes, en même temps assez toon, des éclairages très travaillés. C'est Punisher qui en fait se lance encore une fois sur la piste d'un cartel avec le gangster El Zombie en Amérique du Sud, qui a un pouvoir de télépathe qui comprend le contrôle. C'est le cousin de El Muerto, du coup. Bonne histoire. Vraiment, si on est fan de Marvel Knights, même de Marvel Max, ça fait carrément le boulot. Le volume Red Band, graphiquement, c'est plus compliqué à mon sens. En fait, tu sens qu'ils veulent que ce soit violent, au point que ça devient violent
plutôt vu par un adolescent qui se scarifie les bras, en fait. C'est-à-dire que. Ah bah, c'est pour moi, alors. Il y a vraiment des, tu sais, le Kingpin qui se flagelle le dos, des scènes de mort qui sont vraiment anormalement chargées en hémoglobine. L'autre, tu vois, c'est Marvel Knight, c'est plus. En même temps, au moins, c'est ça colle avec l'esthétique, parce que moi, je me rappelle toujours du premier numéro là du Werewolf by Night Red Band où il y avait R. Et je me disais, mais du coup, pourquoi vous lui mettez ce genre de label alors que vous ne délivrez rien sur la promesse, tu vois. Ouais. Donc là, au moins, si c'est ultra violent, bah, c'est un peu aussi le principe, tu vois, d'avoir cette liberté. C'est vraiment juste une question de premier degré, second degré. Oui, je trouve que Marvel Knight, tu vois, est plus second degré dans le sens, tu vois, première scène où on le voit, en fait, il passe des gangsters dans une broyeuse à déchets. Tu vois, voilà. Ça c'est second degré. C'est limite, c'est slasher. Un peu cartoonesque, ouais. C'est Punisher, tu vois. L'autre, c'est plus vraiment du Punisher, vraiment Dark Age. Tu vois, c'est très, très premier degré. C'est pas mauvais, attention. Moi, je suis un peu circonspect parce que, si tu veux, ils trichent, en fait. Vraiment, ils se disent, le volume d'Aaron, on s'en bat les couilles. Castle se Moi, je leur donnerais pas, j'ai pas envie de leur donner de temps là-dessus. On va pas refaire ce débat. Castle se réveille à New York. On sait que t'attends toujours cette fameuse mini-série qui n'a pas vu le jour de Frank Castle. Escorte des pauvres petits gamins dans un monde de fantasy. Écoutez, voilà. Black Issues, j'avais dit que la fin était pourrie, c'était une fin d'escroc, une fin de lâche. Pour moi, Castle devait se suicider à la fin du volume d'Aaron, ça aurait été la seule fin logique. Mais c'est Marvel, donc évidemment qu'ils font pas ça. Là, en l'occurrence, tu veux, c'est vraiment Castle se réveille à New York. Il est amnésique. Il se souvient juste qu'il faut qu'il bute des gangsters. Et du coup, le scénario, il a pas beaucoup de fond. C'est vraiment juste, Je sais pas s'il y aura pas une révélation ou des explications un peu plus tard. Je l'ai pas fini encore, effectivement. Néanmoins, en tout cas, c'est cool que Castle revienne. On rappelle qu'il y a le moyen métrage qui doit arriver normalement tout bientôt. Incessamment sous peu. Peut-être, sûrement entre Daredevil Born Again saison 2 et Spider-Man Brand New Day. Puisqu'il sera dans Spider-Man, effectivement. Ouais. Mais vraiment, si vous êtes plus, vous connaissez nos goûts, mais si vous êtes plus Team Daredevil, Iron Fist, Marvel Knights, vraiment, oui, c'est une bonne lecture. Le Marvel Knights de Quesada, Palmiotti, pardon, et Panosian est vraiment pour moi un petit immanquable, même, j'aurais envie de dire. Oh. Non, pas exagéré. En fait, c'est vraiment plus pour les fans de Garcenis. C'est plus fait pour ceux qui aiment bien le Punisher de Ennis. Ils font le quatrième. C'est pour les fans du Punisher de Ruka. Ils font d'ailleurs un 4e omnibus qui compile toutes les mini-séries récentes dedans, en fait, avec Soviet, The Platoon et tout ça, là. Et tout est assez perméable, même si vous n'avez pas la continuité Marvel Max. Donc, franchement, celui-là, chopez-le, limite. C'est con qu'il y a un 4 sur le dos, parce qu'en vrai, tu pourrais le choper tel quel et dire, allez, c'est la mise à jour récente de Ennis sur Punisher, où tout est hors continuité, entre guillemets. Après, ça participe quand même de cette série de 4 omnibus qui compile tout ce que Ennis a fait sur le personnage. Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que c'est un tome 4 que vous pouvez le prendre comme un tome 4. Tu vois, prenez-le tel quel. Si ça vous plaît, après, vous pouvez remonter en arrière dans le temps. Ouais. Parce que, plus compliqué. C'est quasiment que des séries, autonomes, tu vois. Ouais. Get Fury, Soviet, encore que l'un est la suite de l'autre, mais tu peux les lire sans avoir lu les tomes 1, 2, 3. C'est ce que je voulais dire. Et c'est hyper bien. Il y a rien d'aussi bien qui ait jamais été fait sur le Punisher que ce que Garcenis en a fait. Ouais. Ça, ce sera un peu le malheur de toutes les équipes qui viendront sur le Punisher après, en fait. C'est que le point de comparaison, il est trop haut. Il est vraiment trop haut. Mais tu me disais que le Marvel Zombies Red Band qu'ils ont annoncé, c'était pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Dans le sens où, alors après, il y a aussi, tu sais, le fameux Delta. Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que c'est au final? Et qu'est-ce que ça aurait pu être? Après, vu qu'on part de très très bas, parce que le dernier produit Marvel Zombies qu'ils ont fait, c'était un truc tout public où c'est en fait pas des zombies mais une infection de Groot, et c'était vraiment nul à chier. Mais vraiment, c'est scandaleux d'avoir publié un titre Marvel Zombies comme ça, vraiment, d'avoir exploité vraiment la marque en disant on va faire un truc. Non, mais vraiment. C'est devenu une marque, alors qu'au départ c'était une œuvre, en fait, Marvel Zombies. C'était une idée folle que Mark Millar a eu et que Kirkman et Sean Phillips ont très bien ont très bien rentabilisé avec un super volume. Et là, Marvel s'est dit merde, le volume est pas fini, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on improvise une suite. Et au final, ils sont plutôt bien retombés sur leurs pattes avec cette espèce de chassé-croisé avec Deadpool Core, Deadpool et le combat final contre Sentry et tout. Bon, graphiquement, c'était malheureusement de la merde. Enfin voilà, au bout du bout, il y avait plus d'essence dans le carburant Marvel Zombie, on va dire. Néanmoins, ils avaient réussi à faire la boucle. C'est-à-dire que Sentry est renvoyé en arrière dans le temps, et c'est la fin de la continuité Marvel Zombie. Ouais. Et après, comme tu dis, c'est devenu une marque, ce qui fait qu'il a fallu qu'ils relancent périodiquement des séries Marvel Zombies, mais sans avoir en fait d'idée de ce qu'ils voulaient en faire. Ils se sont juste dit, ça s'est bien vendu à une époque, continuons,
Et après, Marvel était... Et surtout, on a une série animée à vendre, donc... Marvel Studios est arrivé et a dit, mais on pourrait nous aussi faire un truc de zombies, parce que comme on est des gens qui n'avons aucune créativité, originalité, là, on peut carrément plagier un genre de cinéma tout entier. Comme pour Hawkeye, hein. Je rappelle, Hawkeye, c'est juste un plagiat de tous les films de Noël que vous avez déjà vus. C'est littéralement papa ne rentrera pas à la maison pour les fêtes. Il y a des références à maman, j'ai raté l'avion et tout. Enfin voilà, c'est vraiment l'époque Marvel Télévision. En fait, ils voulaient juste décalquer des concepts qui avaient déjà marqué le marché auparavant. Bon, le fait est que Marvel Zombies, la série animée, bah voilà, hein. Enfin c'est Marvel Zombies, la série animée. On a fait un podcast avec Splinter là-dessus pour. Toi, t'étais plutôt enthousiaste en plus, hein. T'as mis 5 sur Letterboxd, je crois, à série télé, hein. Ouais, ça doit être ça, ouais. T'as fait tatouer Marvel Zombies sur le pectoral gauche. Exactement. En dessous de ton I Kill Giants, là. Exactement. Ouais, bah, c'est un peu le même, c'est le même niveau. C'est un peu la même profondeur, hein, ça clairement. Ça a marqué ta vie dans les deux cas, ça, tu vois. Clairement, ouais. Je m'en souviens. Voilà. Je m'en souviens. Le fait est que moi, justement, c'est ça. En comparaison de ce que ça avait été et de ce que Marvel Télévision impose comme directive, je m'attendais à une saloperie. Et en fait, ça reprend le vrai concept de Marvel Zombies, qui est 1, les zombies parlent, 2, les zombies fomentent des plans, 3, les zombies sont en guerre avec les vrais héros de l'humanité. Et ça, enfin, c'est bien fait. C'est-à-dire que tu as les Fantastic Four. En plus, voilà, pour l'hommage à l'origine même du monde des Marvel Zombies avec Ultimate FF, qui débarque sur une réalité. Et là, petit à petit, ils vont commencer leur plan de conquête à coup de crocs. C'est Ethan Parker qui fait le scénario avec Ran Bazaldois au dessin. Pareil, c'est du bon Bazaldois. C'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. C'est pas que j'ai une vendetta personnelle, mais c'est jusqu'ici, moi, j'ai pas été convaincu par ce coup de crayon en particulier. Là, il marche plutôt pas mal. Il y a de l'humour noir. Genre les Fantastic Four qui se renomment les Frightful Four. Interaction géniale entre les quatre. En fait, c'est trop rigolo. T'as l'impression que les Fantastic Four... Frightful, c'était le nom de l'arc, justement, de Ultimate Fantastic Four. Bah voilà, tu vois, c'est génial parce que ils sont... Mais vraiment, tu sens que ça a été fait par des gens qui ont aimé, en fait, le volume de Kirkman et le volume de Millar. Il y a vraiment une même dynamique. Après, je vous dis pas, attention, je vous dis pas que c'est un must-have, jeu de mots. Je vous dis pas que c'est non, parce que c'est un 100%. Néanmoins, si vous êtes nostalgique de la bonne période Kirkman et Millar, et même de la continuité Kirkman qui s'en est suivi, pour moi, ça fait le taf. C'est assez ludique, c'est assez rigolo, c'est assez cruel. C'est plutôt, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous dirais pas que ça va pas réveiller la nuit, mais c'est plutôt pas mal. Et enfin, une bonne série Marvel Zombies qui respecte la consigne. Après, au niveau violence, oui, il y a du gore. Si ça peut te rassurer. Bah, c'est du Red Band, donc je n'en attends pas moins, je n'en attendrai pas moins quand même de ce genre de série. Mais c'est bien, tu m'as convaincu. Et donc, pour terminer, enfin, dans les dernières annonces, quand même aussi dans les Deluxe qu'on peut retenir, bon, évidemment, le Ultimate de Dennis Camp arrive pour aller à la suite de Ultimate Spider-Man, Black Panther et X-Men. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est une série qui est largement plébiscitée par le lectorat. Et Dennis Camp aura droit donc à un focus particulier en 2026 avec l'arrivée un peu plus tard, hein. Donc ça, c'est les annonces du printemps, mais donc on sait déjà qu'à l'automne, il y aura Assorted Crisis Events et 20th Century Men qu'on vous recommande chaudement. Mais surtout, enfin, le Iron Man de Christopher Cantwell, qui avait été publié dans Marvel Comics il y a quelques années maintenant et dont on attendait, voilà, la réédition future en Deluxe directement, puisque on vous l'expliquait, hein, pour pas mal des séries maintenant, des mensuels, il y a plus de passage par le 100%, puisque ça ne sert à rien, là, c'est vraiment l'édition de trop. Donc il passe maintenant en Deluxe, comme ils viennent de faire là le Immortal Thor de Ali Wing, qu'on vous recommande aussi. Donc là, le volume de Christopher Cantwell sur Iron Man, ce sera en deux, je pense, en deux. Parce que c'est 25 numéros. En 2 albums, mais vraiment un volume complet, en fait, en termes d'histoire. Très bien, que pareillement tu peux le lire hors continuité, parce que oui. Il y a une césure assez nette qui est faite quand Cantwell arrive, où il t'explique simplement que Tony Stark veut se fabriquer une nouvelle réputation, identité, qu'il en a marre de l'informatique. Il y a tout un propos par rapport enfin, on sent grosso modo que c'est la série avant que Elon Musk ne pète un câble, puisqu'il y a un vrai parallèle qui est tiré entre cette obsession de l'image que Tony Stark a envers lui-même, et à l'époque, effectivement, le personnage Musk qui devenait un peu hors de contrôle. Et en fait, Cantwell a bâti sa série comme une critique de l'ego des milliardaires. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, Stark dit, et voilà, je vais revenir à la base, je vais me passer des IA et tout, je vais faire juste une armure avec du kérosène, des blasters et des propulseurs et compagnie, et voilà, je vais me couper un peu de ma fortune pour avoir un penthouse, revenir à New York et tout. Et en fait, tout le monde lui répond, mais frère, on s'en bat les couilles, en fait, enfin, juste file ta thune aux gens qui en ont besoin, et arrête de nous faire chier à faire le super-héros. Tu as Hellcat,
qui sert un peu de partenaire romantique, on va dire, pour cette histoire, et aussi de conscience morale qui lui dit, mais en fait, Tony, ça fait 15 fois que tu te réinventes, 15 fois que tu changes de braquet. Est-ce que t'en as pas marre d'essayer que les gens t'aiment bien, en fait, et tu veux pas juste exister en tant qu'individu? Même quand tu sauves des gens, c'est pour toi, même quand tu veux te sacrifier, c'est pour donner une image de toi, etc. Donc, ça commence comme ça. Après, il y a un truc plus vaste avec les armures, évidemment. Super. Et bien après, ça va beaucoup plus loin avec le code complexe, mais vraiment incarné avec force d'énergie. Super série. D'ailleurs, je regrette un peu que Cantwell se soit fait plus discret récemment, d'ailleurs. En tout cas, sur les gros personnages comme ça de chez Marvel. Super série. Enfin, effectivement, 10 points de luxe. Pour moi, ça vaut carrément le prix de son billet. Ultimate, pas besoin de vous vendre Ultimate, je pense. Ça a reçu un prix au First Print Award. Pas Ultimate, non. C'est pas Ultimate Spider-Man. C'est Ultimate Spider-Man qui a eu le prix de la série. Ultimate se battait, il était en sélection. Aurait pu l'avoir, ça c'est, pas joué à grand chose. Excellente série, le maker est dans sa citadelle après Ultimate Invasion, t'as Iron Lad, Tony Stark, encore une fois, avec le Doom 6160, Captain America, Thor, Sif, et voilà, décide d'activer les Origin Boxes et de retrouver les personnages qui sont l'équivalent 61-60, donc Ultimates 2.0 des héros classiques. Propos social, propos génial, ça c'est de la balle, c'est de la frappe cosmique, il faut lire ça, évidemment. Et c'est la fin de cette phrase, Arnaud, si tu veux compléter, n'hésite pas. Une cerise sur le gâteau, avec le Elektra Assassin de Frank Miller et Bill Sienkiewicz qui revient en édition Prestige. T'as mis de côté Annihilation Conquest 2099, Arnaud, c'est mal. C'est mal, tu n'aimes pas Steve Orlando et je suis un peu choqué de ton attitude en vérité. Je pense qu'on va de façon polie se retenir de tout commentaire sur Annihilation Conquest 2099. Oh, ouais, je vais pas en parler plus que ça. Bref, Elektra Assassin, tout à l'heure je parlais de ces comics qui avaient tenu la dragée haute à Watchmen et Dark Knight Returns dans le fameux couple d'années 86-87. Elektra Assassin en fait partie. C'est la période où Frank Miller expérimente beaucoup avec les formats super-héros et on sent que Frank Miller, ça le travail de parler de politique. Même du rapport, du relationnel entre la fiction des super-héros et la politique réelle de la période post-Nixon, Reagan, dans le sens où, voilà, on est... Elektra, donc, est à l'asile, à l'hôpital psychiatrique. Elle s'invente des souvenirs, on sait pas exactement ce qui est vrai ou faux, et elle réalise, en fait, qu'il existe une créature quelque part un peu mystique, mais qui est plutôt une allégorie, en fait, de la mentalité va-t-en-guerre des États-Unis, qui s'appelle la Bête. La Bête. Comme dans Daredevil. Voilà, un truc qu'il a déjà introduit avec Lois Johnson auparavant dans son premier volume de Daredevil, qui est donc le démon bestial qui se nourrit des penchants belliqueux de l'être humain, qui est en train de contaminer un peu justement une campagne électorale aux États-Unis. Et Elektra va se rapprocher de cette équation-là, au même moment que le Shield, avec Nick Fury qui est là. Le Nick Fury d'Elektra Assassin qui d'ailleurs a inspiré Garcenis, lorsqu'il a créé la série Nick Fury Max, il l'a admis lui-même. Graphiquement, c'est aussi beaucoup pour ça qu'on retient ce projet, c'est Bill Sienkiewicz, et c'est le Bill Sienkiewicz des grands jours. Vous avez un extrait d'interview de Jean Giraud, un petit mec français, dans l'émission Cargo de nuit, je crois, qui dans les années 80 vantait les talents de Bill Sienkiewicz en disant que c'était un virtuose du dessin, et en prenant en exemple Elektra Assassin comme un truc qui allait révolutionner en fait l'industrie des comics. Donc voilà, le Frank Miller le prime Frank Miller en fait, le Frank Miller. Oui, c'est comme il n'a jamais été aussi puissant. C'est les deux à leur prime en fait. Voilà, et Sienkiewicz qui effectivement, mais je crois qu'il a pas fait beaucoup d'autres BD du niveau de Elektra Assassin en vérité parce qu'après il est devenu plus rare aussi, il a voulu être plus sélectif, plus exigeant et il est plus passé sur un truc beaucoup plus expérimental et moins séquentiel. Là, c'est quand même lisible en séquentialité hein. Et les covers de cette période-là sont mais juste la cover que j'ai mis pour l'article. Pareil, c'est une toile, enfin c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Donc en prestige, c'est un grand format, beaux effets de fable et tout. Ouais, tout ça, ouais. Là pour le coup, voilà, pareil, si vous êtes fan de Born Again, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait il y a très peu de gens en fait qui ont vraiment lu Elektra Assassin. Tu l'as pas lu toi par exemple? Non. Voilà, ça va être tout le monde pense à Miller, on pense DKR, on pense Batman Year One, on pense Born Again et on s'arrête là. On dit voilà, ça c'est la quadrature du cercle. Ouais. Et en fait non, il y a encore des trucs que beaucoup de gens n'ont pas lu, notamment Elektra Assassin. Et qui en plus a l'avantage d'être probablement le plus beau. Alors après, évidemment, ça dépend des goûts. Hein. Tout le monde n'est pas fan du côté ultra abstrait de Sienkiewicz. Mais graphiquement, vraiment, il y a de tout. Il y a du collage, il y a des dessins pour enfants, il y a de la peinture vraie et tout. Enfin, c'est extraordinaire. Et c'est probablement la plus belle série qui a jamais été faite sur Elektra.
Encore que la série, enfin, c'est pas du même niveau, mais la série de Mac Del Mundo pendant Marvel Now était très bien aussi. Je crois qu'elle a jamais été publiée en VF. Mais bref, excellent album. Point. À vous les studios. Très bien. Bah voilà, on a fait un peu le grand débrief de ces big news. Donc voilà, pas mal de bouquins que mine de rien, pour une bonne partie d'entre eux. En tout cas, on a sélectionné les choses qui nous intéressaient le plus aussi, parce qu'il y a encore eu plein d'autres annonces sur d'autres formats avec d'autres 100% ou d'intégrales, des trucs comme ça, qui nous parlent un petit peu, terrible. Oui, bah c'est cool pour ceux qui aimaient bien le Iron Man de Jerry Duggan, mais en fait, il aurait fallu pour moi d'abord republier le Iron Man de Jerry Duggan. C'est trop court. En fait, c'est trop court. Ça va nulle part et c'est trop court pour ce que ça a à faire et à dire. Ça c'est un truc qui mériterait 25 numéros, tu vois, parce que c'est beaucoup de dynamiques inter-équipe. Et en fait. Ouais, mais parce que le concept a pas pris, que Marvel a pas prolongé, hein. Tout ça. Puis là, il y a eu des annonces pour les X-Men aussi, mais on sait pas de ce que ça a donné parce que c'est trop récent pour l'instant, Shadows of Tomorrow, donc on n'a pas encore l'occasion de se faire un avis dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à en parler, enfin à vous noter les titres qui vous intéressent sur votre calendrier des sorties. Et du côté de la VO, je vais juste faire un petit point sur le fait qu'il y a 2 titres qui ont été annoncés récemment chez Image, notamment le titre She Spawn de Gail Simon et Iguara, juste pour dire que ça existe, puisque en fait la première fois qu'on en avait entendu parler c'était au printemps 2024, donc ça a mis 2 ans à voir le jour. Ça avait été pourtant quand McFarlane avait vraiment décidé d'étendre le Spawn Universe en annonçant plein de séries, en fait il avait déjà dit qu'il y aurait un nouveau titre She Spawn qui arriverait, mais un peu comme on savait déjà qu'il y avait un titre Spawn The Dark Ages de Liam Sharp, je crois, et donc on a vraiment patienté pendant très longtemps. Tout simplement, je pense qu'ils ont attendu que les dessins soient finis et que les derniers numéros soient faits pour pouvoir annoncer cette publication, parce que sinon ils auraient un peu eu le syndrome Distillery, c'est-à-dire beaucoup de titres annoncés, puis en fait après d'énormes retards de publication entre 2 numéros successifs. Donc il devait pas faire aussi, moi je t'interromps, mais il devait pas faire un roman graphique avec Christian Ward à un moment donné pour Spawn? Ouais, il me semble qu'il avait dit ça sur Insta ou je sais plus quoi, mais alors là ça pour le coup annonce qui n'est jamais ouais, là ça me paraît très bizarre, ça me dit rien du tout, donc je suis pas sûr. Peut-être que dans ta réalité parallèle ça s'est passé, mais après c'est une belle réalité. C'est plutôt ça. En réalité, Trump n'a pas été réélu et tout, enfin tu vois, forcément. Je pensais de venir chez moi. Oui. Non, donc ça c'est d'un côté, il y a ça, l'occasion aussi pour nous de vous teaser un podcast thématique sur Spawn qui va arriver tout prochainement sur nos ondes. Wink wink. Nous n'avons pas oublié les thématiques. Exactement, donc ça arrive là dans pas longtemps par rapport à l'heure où vous écoutez ce podcast et lors de sa mise en ligne. Mais Lady Mechanica aussi qui revient pour son 10e volume, si je me suis pas foiré dans mes calculs. En fait, le fait d'être passé chez Image Comics, ça leur permet visiblement d'être plus proactif en fait sur l'aspect création, puisque j'imagine que quand Joe Benitez devait tout gérer chez sa maison Joe Benitez Production, il y avait toute la logistique à faire qui devait prendre pas mal de temps, et le fait d'avoir délégué tout ça à Image, ça leur permet de se concentrer vraiment sur la création des bandes dessinées. Et pour le coup, Joe Benitez revient au dessin pour donc ce nouveau volume qui s'appelle, alors c'est The Mechanical Menagerie, dans lequel elle va enquêter. C'est toujours un petit peu le même concept, hein. Il se passe quelque chose de bizarre dans un coin reculé de cet univers. Elle va enquêter, il y a des monstres, il y a un lien des fois ou non avec son passé ou pas. J'ai pas l'impression que la formule va beaucoup changer, mais ils sont allés chercher une autrice qui vient de la BD aussi, qui a pas mal de succès aux États-Unis, qui s'appelle Madeleine Holly Rosing, qui a fait un truc qui s'appelle la Boston Metaphysical Society. C'est un ensemble de bandes dessinées urban fantasy un peu, donc forcément c'est plutôt raccord avec ce qu'est Lady Mechanica, hein, qui est un mélange généralement de ce qu'on pourrait appeler un peu de urban fantasy et d'esthétique steampunk un peu gothique, souvent dans cette touche de fantastique, donc avec Martine Montiel qui sera là pour l'ancrage et la française Sabine Rich aux couleurs. Donc ça arrivera chez Image Comics d'ici le mois de mai. Et Lady Mechanica qui continue son bonhomme de chemin. Le tome 9 est sorti l'année dernière chez Glénat. Il était parmi les 50 meilleures ventes de comics de l'année. Donc ça reste toujours un titre qui reçoit pas mal d'attention auprès d'un lectorat visiblement fidèle. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait aussi? Oui, Ryan North, qui n'en a toujours pas fini avec Doom. Ryan North qui avait mené l'event One World Under Doom, qui s'est conclu récemment chez Marvel. Ouais. Et donc... Il perd à la fin.
quelle surprise. J'ai envie de dire, vraiment, cet énorme spoiler, quoi. Tu nous en bouches un coin. Non, mais est-ce que Doom Quest, c'est la suite de One World Under Doom? Pas du tout. Et pas du tout. J'ai l'impression que c'est complètement rien à voir, même si c'est le même scénariste et le même personnage. Mais alors, par contre, c'est dessiné par Francesco Mobili. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Oui, c'est une maxi-série en 10 numéros qui, en fait, est hors continuité, encore une fois, parce que Ryan North avait pas forcément envie de lâcher les commandes de Doom, mais on comprend qu'il y a d'autres plans qui se préparent pour le Docteur cette année, parce que mécaniquement, il y a le film qui arrive, et il y a Armageddon aussi qui va être là pour taper un peu dans la fourmilière. Donc on verra bien ce qui se trame pour le canon. Néanmoins, en hors continuité, alors ce que lui il appelle le Evergreen, c'est-à-dire que c'est des histoires que vous pouvez lire à n'importe quel moment de la continuité, qui pourront être rééditées dans 10, 15 ou 20 ans, un peu comme Fantastic Four Full Circle. L'idée, c'est en fait Dr. Doom, enfin plutôt même Red Richards. Red Richards a prévu de optimiser le potentiel de l'espèce humaine, ce qui signifie qu'il compte remonter en arrière dans le temps et empêcher les guerres et les pandémies de se produire, afin qu'on perde moins de temps à compter les morts et à se tirer dessus, à se massacrer à coups de bateau, à coups de sabre et à coups de catapulte. Voilà, ce qui est généralement un moment de... Alors, c'est vrai ou faux, parce que effectivement, généralement, les guerres font plutôt progresser l'industrie que la ralentir, mais ça, c'est encore un autre point de vue. Grosso modo, Red Richards dit, maintenant, voilà, je vais corriger... Regarde pas. Tu m'envoies du travail pendant les podcasts. Alors, tu sais que je vais voir quand tu fais ça. Je sais, c'est pour t'embêter. Voilà, pour la peine, je vais pas finir mon résumé. Voilà, je t'emmerde. Je vais faire la news tout de suite. Non, donc effectivement, voilà, Red Richards veut, grosso modo, améliorer l'histoire de l'espèce humaine. Et Doom, il dit quoi? Ça va pas la tête. Non, en plus, non seulement je l'aime pas, mais ça va pas la tête. Il veut réécrire le monde à son image. Pour la peine, je vais faire pareil. Hein. Et donc, il part dans l'air dans le temps. Et les Fantastic Four vont le poursuivre. Et donc, voilà... bagarre enfin bagarre, référence historique, périodicité distendue, clin d'œil au grand moment de l'époque humaine. Et voilà, enfin bon, ça ressemble, ça fait très bûche magique, comme beaucoup de comics de Ryan North. Ryan North, c'est une erreur de casting hein, de l'avoir mis sur One World Under Doom. Il était très bien. Bah si, le 20 est pas mal. Il s'est bien débrouillé, laisse-moi finir. Néanmoins, lui, au départ, c'est Squirrel Girl, c'est, voilà. Ce qu'il aime, lui, en fait. Ouais, mais justement, il a voulu changer de registre. Mais tout à fait, bien sûr, mais là, il veut y revenir. Voilà. Lui, c'est Fantastic Four, justement, c'est pas forcément des histoires extrêmement premier degré, c'est plus des petits cartoons du samedi matin. Voilà un concept. Ouais, mais c'est ça qui est frais dans cette série. C'est pour ça qu'elle est si bien reçue aussi. C'est parce que ça reprend vraiment une tradition, en fait, de narration qui est un peu d'époque, un peu Silver Age, quoi. Silver Age, quoi, finalement. Là, récemment, j'ai lu, je sais plus, c'était le numéro juste là, je la suis en décalé, mais par rapport au fait qu'elle soit intégrée, elle est intégrée dans le mensuel, là, Marvel World, mais un numéro où, en fait, ça se focus sur Alicia Masters, Grimm. Et en fait, ils auront les gens, donc Ben ramène une sorte de créature tentaculaire trop bizarre, mais en fait, elle matrixe tout le monde parce que tout le monde croit que c'est un petit chien. Et elle, vu qu'elle est aveugle, en fait, elle arrive pas à se faire manipuler aussi bien, donc elle a bien conscience qu'en fait, que c'est des espèces extraterrestres qui essaient de se faire passer pour des petits chiens pour asservir la race humaine. Enfin voilà, mais ça tient en 22 pages. C'est super frais d'avoir vraiment des petites histoires comme ça qui sont numéro, un concept, contenues et ou parfois juste en 2-3 numéros max, mais c'est vraiment épisode de série animée du samedi matin c'est ça, ouais. Façon buse magique encore une fois. Et donc là, l'idée c'est effectivement d'appliquer ce truc là avec Doom, mais avec un gros arc qui sera assez ludique, parce que le principe de Fantastic Four et Dr. Doom à travers le temps, ça peut être effectivement, alors t'imagines que Doom, sans le vouloir, va peut-être tuer Hannibal, ou que Red Richards va provoquer l'élection de je ne sais pas moi, de Jacques Chirac à la place de Mitterrand, j'en sais rien, je dis n'importe quoi là, mais tu vois, voilà, on imagine qu'ils vont provoquer des paradoxes temporels de numéro en numéro, que ça va être un peu une version comique de cette BD par Liber Mero qui s'appelle avec le voyage dans le temps. Ouais. Voilà, violence, pour qu'on s'en rappelle. Circle. Vicious Circle. Voilà, ça va être un Vicious Circle comique, simplement. Donc pourquoi pas, moi, je pense que c'est plus là que Ryan North pourra exceller. Plutôt, j'ai bien aimé One World Under Doom, effectivement, mais je pense que c'est pas ça qu'il sait faire de mieux. Ouais. Tu vois, il est plus à son aise pour explorer des concepts un peu
un peu rigolo, un peu sympa et un peu rigolo. Et effectivement, voilà, ça peut être un bel hommage à Kirby aussi, donc voilà, je sais pas quoi ajouter, Arnaud Kikou. Ben, n'ajoutons rien et passons à la dernière news de cette partie comics, qui est quand même plutôt sympa, je pense, puisque Alex Ross signe un nouvel album chez Abrams Comic Arts avec Marvel Dimension, mais qui a un vrai gros projet par rapport au Fantastic Four Full Circle, qui était juste une sorte d'exercice de style qui reprenait les origines des Fantastic Four sur un numéro assez petit, hein, qui faisait une 40aine de pages. Là, c'est du 112 pages, sur lequel on nous dit que en gros il y aura à la fois des relectures des origines d'autres héros Marvel, mais aussi des parties plus expérimentales qui vont vers le futur, et avec la création de, je cite, 200 nouveaux personnages ou 200 nouvelles itérations de personnages qui sont décrites un petit peu comme ce qu'avait fait Ross avec Wade sur Kingdom Come, en fait, avec toutes les versions futuristes des personnages de DC Comics, et sur lequel au milieu s'insère une vraie partie comic book où il fait vraiment crayonné, en fait, où il est pas en peinture dans son approche habituelle de peinture numérique. Oui, comme Full Circle. Ben, je sais pas s'il y a de la mise en couleur aussi, en fait, donc peut-être que ça sera en noir et blanc, faudrait voir, mais effectivement dans un dessin plus précis. Mais enfin, déjà, juste sur la longueur, c'est quand même un projet qui est plus ambitieux, donc qui aura sûrement peut-être plus de choses à dire, surtout que là, il est tout seul de nouveau, hein, au scénario et au dessin. Donc c'est prévu chez Abrams Comic Arts au mois de septembre 2026. Ouais, c'est ça. À voir pour la VF, puisque c'était Panini qui s'était occupé de Full Circle, mais Abrams Comic Arts, récemment, les projets qui viennent de ce label, en fait, Marvel Arts, qui est justement mené par Alex Ross, ils sont chez Hugin et Menin. Enfin, tactiquement, on attend, parce qu'on en avait parlé dans un front page que ça devait arriver en janvier, mais en fait, spoiler alert, c'était les fiches produits de Décitre, donc évidemment ce n'était pas fiable et les dates de sortie ont été décalées, puisque la situation comics chez Hugin et Menin pour l'instant elle est quand même toujours assez compliquée, donc on attend quand même que ça arrive là d'ici les premiers mois de l'année, pour notamment le Avengers, le Vortex de l'infini, ou je sais plus comment ça s'appelle, le Vortex de vérité de Chip Kid, et après il y aura le voyage du super-héros de McDowell là. Patrick McDowell. Ouais, Patrick McDowell, ouais. Donc voilà, donc ça, on attend que ça arrive, et normalement. En VO, hein, ceci étant, sinon. Oui, c'est ça. Non, mais oui, bien sûr, mais sinon. Sans vouloir être méchant, s'ils ont pas envie de les publier, personne les oblige. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais le truc, c'est qu'ils ont été annoncés. Donc, techniquement, il y a eu des fiches produits qui ont été créées. Donc, après, c'est-à-dire que les bouquins sont. Mais communiquer peut-être un peu dessus, je sais pas. Sont en gestation. C'est un autre débat, mais. En tout cas, oui, là, je pense que ce sera Panini. Alex Ross, c'est Panini. Enfin, je sais pas. Ils vont se démerder pour le récupérer comme Full Circle. Ils l'ont édité en 2 fois en plus. Après, Full Circle, c'était parce qu'il y avait pas encore le contrat qui avait lié le truc. Donc, je suis vraiment pas certain. Hein, pour le coup. Donc, on verra bien, mais sur le projet, sur la base du projet, par contre. Oui. Très bien, Corentin. Mais moi, j'aime bien quand tu es concis, en fait. J'étais un peu déçu par Full Circle. Pas au niveau graphique, parce que c'était évidemment, mais il y a une critique, hein, sur le site. Oui, c'est vrai. C'était vraiment exceptionnel, mais Alex Ross n'est pas aussi bon scénariste qu'il n'est peintre ou dessinateur. On sent que ça lui fait plaisir. Et puis, quelque part, merci à Charles Kaufman d'exister et de donner encore envie à Alex Ross de faire de la bande dessinée, parce que lui, jusqu'ici, c'était beaucoup des couvertures. On a parlé du Iron Man de Cantwell, on a parlé du Immortal Thor, Black Panther aussi par Ta-Nehisi Coates. Alex Ross reste très présent dans le monde de la cover principale. Immortal Hulk aussi, voilà, il a fait beaucoup de séries de covers, donc si on aime bien la peinture de Ross, il y a une production soutenue, donc il est encore à droite de ses pinceaux, c'est pas un mec qui est à la retraite, il a encore les capacités de travailler. Néanmoins, effectivement, avec cette amitié qu'il a avec Kaufman, qui est le mec qu'il a révélé dans les années 90, et le partenariat entre Marvel et Abrams, on sent qu'il a envie, effectivement, de revenir, faire de la séquentialité, s'amuser un peu avec le spectre des possibles et tout. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis très content. Le pitch, là, me parle pas spécialement. Parce qu'il est encore très nébuleux en termes d'histoire pure et dure. Hein, voilà, c'est ça. Tu sais pas trop quoi en penser. Après, c'est des notes d'intention sur qu'est-ce que ça montrera, mais on n'a pas encore d'idée définitive sur l'histoire en tant que telle. Ouais. Le fait de savoir que Alex Ross n'est pas à la retraite et a encore envie de faire de la BD, c'est déjà une nouvelle suffisamment bonne pour être prise. Mais lui, il est sur le même spectre que John Romita Jr. Il s'arrêtera jamais, en fait. Lui, il aime trop ça. La différence, c'est qu'il travaille plus avec des scénaristes. Il a réussi à avoir cette liberté, effectivement. Enfin, après, je crois que c'est juste que John se sent pas forcément auteur en tant que tel, hein, peut-être, hein, tout simplement, mais bon. Autre débat, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ils avaient refait un numéro de Marvels, avec Jeff Loeb il y a un bail maintenant. Il y a 7 ans, je crois, 6-7 ans. Vers 2018-2019, ils avaient fait un petit Marvels épilogue.
Avec Kurt Busiek alors plutôt que Jeff Love. Avec Kurt, bien sûr, avec Kurt Busiek. Il avait refait une autre collaboration. Bref, tu vois, ces projets un peu nostalgiques que Marvel fait pour voilà, on sent que ça l'intéresse plus. On sent qu'il a vraiment envie de se faire plaisir. De ce point de vue-là, il a trouvé une enclave, tant mieux. Mais je pense que contrairement à Romita, il y a pas cette envie de revenir aux affaires pour participer de l'industrie active. Ouais. Tu vois, Romita, il a un projet avec Kurt Byers qui sortira un jour peut-être. Il a les BD avec Mark Millar sur le Punisher télépathe là. Ouais. Ferme ta gueule, Corentin, voilà. J'ai pas d'avis sur ces projets. Et, bah non, et Spider-Man en mensuel. Donc, c'est bien, tout ça, ça fait... Et je pense pas qu'Alex Ross... j'ai réussi. Je ne pense pas qu'Alex Ross voudra refaire ça, lui, de son côté. Néanmoins, encore une fois, moi, les covers qu'il fait régulièrement chez Marvel... ça me fait toujours plaisir, parce qu'on sent que le gars a rien perdu de son coup de pinceau, quoi. C'est ça, sur le Thor de Halloween, ça fait 2 ans, là, qu'il fait toutes les couvertures de ouais, Thor. Et les Immortal Hulk étaient très très bien aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Allez, Corentin, on termine ce podcast avec une partie écran qui sera toute petite. Du côté des petits écrans, on a juste une date de sortie, donc début mars 2026, le 3 mars 2026, si je ne m'abuse, pour Scott Pilgrim X, qui s'est dévoilé avec un nouveau trailer de gameplay. On pourra explorer Toronto dans tous les sens. Le niveau en fait sera pas une trajectoire linéaire pour le mode histoire. En fait, on pourra aller se balader dans différents quartiers pour affronter des hordes de véganes. C'est marrant que ça s'appelle EX, enfin X du coup. Pourquoi? Bah parce que Scott Pilgrim, il combat des ex maléfiques. Non, mais je pense que bah oui, mais du coup c'est pas innocent. Mais du coup, je viens d'y penser. Ah, t'avais pas? Non, pas du tout. Ah bah voilà. Bah. Moi, je crois que c'était EX, comme il y a les coups EX dans les coups du jeu de combat ou quoi, tu vois. Non, je pense mais que oui, il y ça, a des véganes, il y a des rockers, il y a des hipster chicks aussi. Enfin, il y a tout le lore de cet univers. Exactement. Moi, le jeu a l'air très bien, attention. Néanmoins, ce qui m'intéresse plus, moi, dans ce projet, c'est que Brian Lee O'Malley a annoncé qu'il ferait un mini-comics en forme de préquel pour le scénario du titre. Donc, j'aimerais bien savoir si ça va sortir en France, dans quelle proportion, parce que j'ai pas envie de traîner sur eBay pour essayer de le choper à 60 balles. Donc, s'il pouvait y avoir des précisions de ce point de vue-là, messieurs de chez, je ne sais pas qui l'édite en France, Universal peut-être. Non, je sais pas si c'est Maximum Games qui va le faire ou pas. Je sais pas. J'ai pas vu sur la version physique française encore ce qui se passait. Mais sinon, voilà, effectivement, c'est une sorte de suite Scott Pilgrim qui sera écrite par Brian Lee O'Malley et Ben David Gravinsky. Il y a le groupe Anna Managuchi qui revient à la bande son, qui fait la bande son. C'est canonique, c'est beau, le gameplay a l'air sympa, petite mécanique de RPG dans le choix des items et de la progression du personnage en termes de compétences. Voilà, quand Arnaud aura une manette de PS5 un jour peut-être, d'ici 3-4 ans, on pourra jouer à ces jeux-là ensemble. Ouais. Et dans l'intervalle, moi je vais l'acheter sur Switch parce que je n'ai pas les moyens d'avoir une PS5. Tu sais combien ça coûte une manette de PS5? Je parlais de moyens physiques. Ça prend beaucoup de place. Ouais, mais tu sais combien ça coûte une manette de PS5? 100 balles? Non, quand même pas. C'est 80 quand même. Ah ouais? Ouais, c'est assez cher. Ok. Donc c'est pour ça que je mets un peu de temps à la prendre. Ah, quoique, remarque, t'en as des moins chers un peu, j'ai l'impression, mais c'est une discussion pour un autre jour. Ah non, mais c'est parce que c'est des bootleg manettes aussi, c'est pour ça. Donc ça je me méfie toujours. Après, elles se connectent. Les manettes, les manettes non officielles, des fois, je sais pas. Tu sais, les Joy-Con officiels, ça pète en 3 mois, alors que les Joy-Con pas officiels, j'ai jamais pété un seul Joy-Con. J'ai une Switch depuis 5 ans, je n'ai jamais cassé. T'as une manette pro aussi, non? Non, pas du tout. Tu joues au Joy-Con, tu as jamais pété? Ouais, aucun. Putain, alors moi, Smash Bros, j'avoue, juste pour faire des Smash, tu bousilles les sticks. Hein. Ouais, non, moi jamais. Il a failli y avoir des class action, je crois, par rapport à ça. C'est possible, ouais. Mais donc pour terminer la partie écran du côté du cinéma, on sait maintenant que c'est Josh D'Amaro. Après, il est pas tout seul, hein. Ils sont 2 à reprendre la présidence de Disney après le départ de Bob Iger. Même si, alors il y a Bleeding Cool qui a fait un article à quoi peut-on s'attendre du côté de Marvel Comics. Rien, ça n'a rien changé. Et il se dit si parce que par rapport à leur CV, en fait, il dit que ça pourrait être peut-être qu'ils vont encore plus essayer de fidéliser les liens entre. Mais on n'en sait rien. Voilà, entre les comics et le reste je l'ai lu ce truc-là, c'est produits. la pure prospective de Bleeding Cool qui voulait partir Tom Weekend. Oui, c'est de la spéculation. Enfin, vraiment, ça sert absolument à rien. Globalement, il y a rien qui va changer dans l'horizon immédiat. Comme je l'expliquais par rapport au dernier podcast, tu ne remplaces pas de toute façon des présidents de section en plein cours d'année comme ça, en plein cours de trimestre fiscal comme ça. Ce que ça va changer pour l'horizon immédiat, c'est juste que
il y aura pas le même en tête sur les réunions d'actionnaires. C'est tout. Ce sera plus CEO de Bob Iger, ce sera CEO de Josh D'Amaro. En théorie, la politique immédiate, de toute façon, elle est tracée. Hein. Au niveau télévision, c'est petit à petit reculer de ce créneau. Au niveau Disney+, là, par contre, des choses vont changer. C'est sûr et certain. Parce qu'il y aura pas les mêmes investissements à horizon immédiat du fait que Disney+ avale beaucoup d'argent et n'en recrache pas énormément. Pour les petites sections comme Marvel Comics, ça va absolument rien changer. Là, il faut attendre de voir si Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday feront le milliard l'un et l'autre. Là, ensuite, on pourra se poser la question. Si c'est pas le cas, par contre, là, il y aura du changement. Mais les comics eux-mêmes ne rapportent pas d'argent, de toute façon. La branche des comics de chez Marvel. Enfin, proportionnellement. Quoi. Non, mais soyons sérieux. Enfin, c'est des cahuètes. On parle de Disney, là. Ils sortent 2 goodies Spider-Man, ils font plus d'argent que toute la prod de Marvel 616, en tout cas, sur un an. Enfin, c'est pas du tout la même. Les comics, ils sont vendus $4, $5. C'est pas avec. Il faut en dégager 1 million pour faire un bénéfice de $100,000, tu vois. Enfin, c'est pas du tout la même économie, ça marche pas comme ça. Voilà. De fait, les comics ne sont pas une priorité. Pas plus que chez DC Comics, d'ailleurs. Ce qui peut se passer éventuellement, c'est comme à tous les niveaux quand il y a une nouvelle présidence, c'est des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'on va demander à tous les départements de dépenser un peu moins d'argent. Voilà. Ça peut arriver. Peut-être qu'ils vont maintenant profiter de leur partenariat avec OpenAI pour dire optimisons les process, en sachant, pour celles et ceux qui lisent encore les articles sur Marvel.com, qu'il y a beaucoup d'articles qui sont déjà écrits par ChatGPT. Hein. Enfin, je sais, même pas être paranoïaque de ma part. Quand vous voyez les communiqués de presse, quand vous voyez les choix grammaticaux, quand vous voyez les choix de ponctuation, oui, enfin, c'est les fameux articles rébarbatifs que personne n'a envie d'écrire, les communiqués de presse tombent dans cette catégorie-là. Et si les éditeurs français, je ne travaille pas d'indiscrétion, mais sont déjà en train justement d'optimiser ces process-là, comme on dit, le font depuis notre marché à nous, dites-vous bien qu'un groupe comme Marvel, ils n'ont pas d'intérêt à garder les 3 stagiaires qui écrivaient les communiqués de presse. En plus, c'est du discours marketing très emprunté de base, voilà. Donc peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il y aura une demande de dépenser, s'il vous plaît, 10% de moins sur l'année. Dans ce cas-là, ils passeront par la case IA, comme toutes les boîtes sont en train de le faire actuellement. Derrière, la prod de Marvel, elle est déjà optimisée, en fait. C'est les numéros 1 ou les numéros 50, 100, 800, 8000, les séries nostalgiques, les 70 numéros par mois, c'est déjà de la prod optimisée. Marvel, c'est déjà, en fait, plié au code d'un grand groupe pour fonctionner avec une cadence qui est faite pour être celle d'un grand groupe. Alors après, est-ce que ça va changer ? J'en sais rien. Moi, a priori, je pense que Josh D'Amaro a tout intérêt à laisser les gens qui savent faire. Est-ce que Cebulski pourrait être débarqué ? A priori, non. Enfin, je veux dire, Cebulski répond à l'assistant de l'assistante Kevin Feige. Dans les faits, Marvel, c'est toujours le tenant du marché. Enfin, ils sont toujours en numéro 1. Est-ce qu'il y a encore de la place pour optimiser ? Ils peuvent pas faire un numéro 1 tous les mois, tu vois. À côté de ça, ils font des romans, ils font des applis, ils font Marvel Snap. Enfin, il y a des zones de croissance chez Marvel qui fonctionnent. Ils font des cartes à la Magic, comme tout le monde. Enfin, tu vois, tout le monde est sur les mêmes créneaux actuellement aux États-Unis. C'est les podcasts Spotify, Audible et compagnie. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que Marvel est déjà en fait optimisé et il n'y a pas nécessairement besoin de. C'est pas une coquille percée comme ça pouvait l'être il y a 10-15 ans quand Disney est arrivé et a dit OK, maintenant vous changez tout. Nous, on a besoin de faire tant de croissance chaque année, donc vous allez faire tel choix. Voilà, actuellement, c'est déjà une relation de vassal et de suzerain avec Marvel Studios et on le sait tous. Enfin, c'est comme ça. Concernant la structure interne, donc Bleeding Cool, ils peuvent bien faire tout ce qu'ils veulent comme article. Dans la vérité des faits, pour l'instant, c'est pas du tout la priorité de Disney. Hein. La priorité de Disney, c'est faire de l'argent. C'est tout. Enfin, comme toute entreprise. Hein, c'est la priorité de Disney, c'est de remettre des films dans les salles. Et là, actuellement, ils ont plutôt un agenda chargé. Toy Story 5, qui arrive. Le Pixar avec les ratons laveurs, là, qui a l'air sympa. Aide-moi. Non, je pas, Vaiana en image réelle avec The Rock.
Voilà, mais je dis pas que ça me fait grimper au rideau. Il est pas sorti ce jeu? Non, pas encore. Je dis que de leur point de vue, c'est des valeurs sûres. Ah non, c'est live action de Lilo et Stitch qui est sorti, pardon. Voilà, de leur point de vue, c'est, voilà, on fera de l'argent cette année, c'est sûr. Spider-Man 4, on fera de l'argent. Avengers Doomsday, on fera de l'argent. Toy Story 5, on fera de l'argent. Mandalorian et Grogu, moi, ça me fait pas spécialement bander. Néanmoins, voilà, c'est un film Star Wars qui sort au cinéma. Voilà. C'est vrai, c'est le premier depuis Star Wars 9, en fait. Oui, ça fait 6 ans. 6 ans, ouais, c'était avant la pandémie. Donc, effectivement, de fait. Non, 2019 et 6, ça fait 5, donc 7 ans. Ouais. 7 ans. Donc, effectivement, voilà, de leur point de vue, l'année s'annonce bien pour le département box-office. Pour le département streaming, c'est une autre paire de manches. Hein. On sait que, justement, ce que je disais tout à l'heure, ils ont pas de locomotive actuellement. Ils ont des séries qui fonctionnent, mais qui coûtent cher. Hulu a perdu pas mal de fric aussi. Il y a des propales qui n'ont pas marché comme elles auraient dû. Il y aura des exercices d'échelle pour rentabiliser tout ça. Ils auront quand même besoin d'avoir des séries un peu prestige et des séries qui rapportent du fric. Hein. C'est aussi bête que ça. La télévision est en hémorragie de capitaux depuis quelques années. C'est leur choix hein, d'avoir voulu attirer l'attention des consommateurs sur le streaming plutôt que sur la télévision linéaire. Donc de ce point de vue-là, on peut quand même se féliciter que donc Josh D'Amaro, qui est au départ lui plutôt un spécialiste des parcs à thème, il est du département Disney Experience, qui concerne grosso modo en majorité les parcs Disney, dont on rappelle quand même qu'il y a eu un effort qui a été voté, je crois en 2023, d'investissement de 60 milliards dans les parcs, parce qu'eux pensent que dans le monde numérique, en fait, il y a moins d'argent à se faire que dans le monde physique, concret, tangible. Et c'est une réalité. Ils vont ouvrir un parc, je crois que même ça a déjà été fait, à Abu Dhabi. Ils prennent le pognon des Saoudiens, des Émiratiers, des Qataris, comme tout l'Occident, hein, parce que les droits de l'homme et tout ça intéresse pas quand il faut faire de l'argent. Ça, c'est pareil pour toutes les boîtes aux États-Unis, de toute façon, actuellement. Il y a un grand plan d'investissement, j'avais pareil, je crois déjà, des Saoudiens aux États-Unis qui consiste grosso modo à prendre l'argent du pétrole et à dire, votre civilisation est en train de s'effondrer, laissez-nous la racheter petit à petit et on va prendre tout votre pognon. Pour le placer dans nos dictatures sahariennes, et ça fonctionne hein. Manifestement beaucoup de boîtes de jeux vidéo se font racheter, beaucoup de partenariats sportifs sont signés, voilà, et Disney est partie prenante de ce truc-là, comme Paramount Skydance hein, évidemment, avec les fonds souverains des trois pays en question. Et si ça vous agace de m'entendre dire ça, dites-le dans les commentaires, je vous expliquerai avec plus d'abondance pourquoi c'est un peu aussi un problème. Néanmoins, voilà, D'Amaro, donc lui, il gouvernait une unité qui était plutôt en bonne santé de développement. Dana Walden, elle vient plutôt justement de la partie linéaire. C'est-à-dire qu'elle était plus chargée, en fait, d'administrer en partie les programmes Disney+, mais surtout les programmes de Disney Entertainment, pendant que son camarade, dont j'ai oublié le nom, Alan Bergman, lui gérait le département cinéma. Et cinéma et streaming, donc Marvel Studios, Lucasfilm et tout. Donc en fait, elle, justement, va continuer à travailler avec Bergman, qui est donc sur la troisième marche de ce nouvel échiquier. Et en fait, Bergman, c'est qui? C'est le patron de Kevin Feige, de Kathleen Kennedy, c'est toujours Lasseter qui dirige, non? Putain, comment il s'appelle le patron de Pixar? Les gens le savent, là, ils sont en train de hurler dans leurs oreillettes. Ah, mais je les entends pas, du coup, désolé. Ah, moi non plus. Pete Docter. Voilà, donc grosso modo, effectivement, il y a quand même... Le docteur de la fosse. Donc voilà, effectivement, il y a quand même pas grand-chose qui change dans l'immédiat, sinon que maintenant ils vont être 2, là où ils étaient 1. Et donc les actionnaires sont inquiets, parce que Bob Chapek, pareil, il venait plutôt des parcs à thème. D'Amaro l'a un peu remplacé quand il est passé PDG. D'Amaro qui était président des parcs à thème depuis 2020, hein. Donc pile quand Chapek a commencé à monter en grade. Iger a officiellement lâché les rênes, et D'Amaro sera le nouveau président à compter du 16 mars, à la suite de l'audience publique. Ça, c'est tout bientôt, ouais. Je suis ravi de vous apprendre tout ça et de vous dire que ça n'a aucune incidence sur notre petit monde à nous. Et en parallèle, si j'avais parlé dans un podcast précédent du fait que l'un des chantiers pour Disney, ça allait être l'automatisation par l'IA générative. Faut savoir que là, actuellement, OpenAI est pas forcément en très bonne santé et on commence à gratouiller un peu le plafond de la bulle financière. C'est-à-dire que là, actuellement... Allez, on gratte encore un peu comme ça, elle explose. Voilà, là, actuellement, on se rappelle que donc, les investissements promis par Nvidia n'ont pas eu lieu. Les analystes pensent qu'il faudrait que OpenAI investisse entre 150 milliards... Oui, aller crever dans des caniveaux, faire la manche. Sur 5 ans pour commencer à être rentable à terme. Donc, on est sur de l'investissement vraiment spéculatif. Et en fait, beaucoup de boîtes
se sont investis là-dedans au point que ça y est, ça commence à atteindre un plateau où les mecs se disent, ok, là, si on continue de mettre de l'argent, on va en fait faire péter la bulle. Donc, le fait que Disney soit associé avec OpenAI, peut-être que c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça pour eux. On verra bien. Bah, cher. Il y a la concurrence de la Chine aussi. Bon, par exemple, dans tout ça là, ces boîtes-là seront sauvées par le fonds d'investissement fédéral que Trump voudra mettre en place le cas échéant. Il va pas rester éternellement, Trump non plus. Donc, mais si, il a dit qu'il enverrait là ici surveiller les bureaux de vote pour les midterms là. Là, on est aux portes du coup d'État. S'ils ont lieu. Voilà. non, si, mais ils auront lieu pour c'est comme Poutine, tu vois, il y a les élections en Russie. C'est vrai. Pour l'apparence du truc. Par contre, il y aura les flics autour de chaque bureau de vote. Si t'es démocrate, tu rentres pas. Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est un vrai truc, hein. Je suis pas paranoïaque. Il a vraiment dit que par des mesures de sécurité, il enverra la police fédérale pour surveiller les bureaux de vote. Pour protéger les citoyens. Et bref, du coup, en tout cas, c'est un autre sujet, mais là, actuellement, peut-être que aussi il y aura un petit coup de froid si la bourse, en fait, décide que l'IA, quand même, temporisons un peu, soyons sûrs qu'on va dans la bonne direction avec ça, et avant de commencer à vraiment mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc ça, on verra bien. Damaro, c'est quand même un mec qui fait très Bob Iger. Il est là aussi pour rassurer. Il incarne pas tel nouveau. C'est pas un mec qui allait d'enguerrer le parquet, tu vois. C'est pas le mec qui va te dire, et maintenant on transitionne à 100% vers l'IA, et c'est le futur et tout. Lui, le but, les parquets, encore une fois, hein, le but, c'est de reconquérir le public qu'ils ont un peu paumé, avec justement les prises wokistes de décision de Disney, c'est les familles. Donc là, on part sur une période qui va être zéro prise de risque. Licence. Investissons sur ce qu'on connaît. Et on verra ensuite, et on va corriger aussi le navire Disney+, on verra ensuite pour réenclencher des pôles R&D et compagnie. Là, le but, comme je dis, Toy Story 5, Avengers Doomsday, Spider-Man 4, Moana 2, Mandalorian et Grogu, voilà. Le but, c'est retrouvons les familles. On est dans un moment donné où les États-Unis sont très divisés. Alors, on a bien vu avec Bad Bunny et le Halftime Show, là. Nous, on va faire peur à personne et faire plaisir à personne non plus. Sinon, au côté, c'est l'évasion, c'est Disney, c'est l'escapism peluche, parc à thème, train fantôme et compagnie. Voilà. Et une fois qu'on aura reposé cette base-là, dans 2-3 ans, on pourra commencer à parler de politique, etc. Donc c'est à la fois rassurant et pas rassurant. Marvel est en dehors de ce cercle-là, c'est tellement petit que ça fait peur à personne. On verra ce qui est prévu pour nous, notre segment des comics. Très franchement, pas grand-chose. Hein. Est-ce que ça a changé quelque chose quand Chapek a repris les commandes? Non, c'est vrai. Quand Iger est revenu? Non. Marvel a toujours été Marvel. Cebulski, il est en poste depuis 7 ans. Hein, donc depuis Legacy, il a traversé Chapek et le retour de Iger sans problème. Il n'y a pas eu d'infléchissement de sa politique particulièrement. La politique Marvel, c'est quand Marvel Studios sort un truc au cinéma, à la télévision, on s'aligne. Le reste du temps, on crache du crossover. On fait des numéros anniversaires. Et il y a juste les X-Men, on sait pas trop quoi en faire depuis la fin de Krakoa, mais sinon ça ronronne, quoi. On sort 3 Spider-Man par mois. Enfin, tu vois, c'est une formule qui marche, quoi, maintenant. On verra bien comment ça se goupille. Mais en tout cas, pour le moment, vous pouvez reprendre vos activités habituelles et de nous dire au revoir puisque c'est la fin de cette émission Front Page. Donc on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ne manquez pas de le faire savoir en commentant sur notre Discord, sur les espaces commentaires de nos plateformes. Voilà, si vous avez des remarques à faire sur l'émission, n'hésitez pas à partager aussi pour faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Et si vous le pouvez, eh bien on vous invite à nous soutenir sur notre page Tipeee pour qu'on puisse continuer de vous faire des podcasts sur le long terme. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!